Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Alors cette semaine, pour ce numéro 106, on va casser un petit peu la formule. Voilà, on va revenir sur deux rassemblements pop culturels de cette fin d'année. Le Comic-Con. Tout d'abord, on l'avait un petit peu teasé, je crois, en début d'émission la semaine dernière avec vous deux, Océane. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Et Cédric. Comment ça va ? Ça va. Ça va très bien. Vous êtes parfait, non, ça vous gêne. Vous êtes pimpant, vous êtes fantastique. Non, je suis malade. Zut, c'est la soirée d'hier qui. Non, je suis malade d'avant. D'accord, ok. Ça fait 3 semaines. On note quand même que toi tu as enchaîné, t'as fait le Comic-Con et la Paris Games Week. Oui. Donc t'as fait les deux. Et donc on retrouve Guillaume. Salut. Pour la Paris Games Week. Moi je suis pas malade mais je vais bien, ouais. Pour la Paris Games Week ça va être cool. Très bien. Et on retrouve le fantôme de la régie en la personne de PJ. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, je sais pas du tout ce que je fous là, mais parce que moi je suis aligné au Comic Con ni Paris Games Week, mais je suis là. non, mais alors tu vas nous parler Salut, quand même un petit jeu auquel tu as joué cette semaine. Oui, tout à fait, avec une mise en scène pas du tout comme il faut. Mm-hmm. Voilà. Donc, tu balances pas le titre. Ouais, si, Medieval. Medieval, ouais. Très bien, quand même. Donc on va parler de Medieval évidemment parce que Halloween, Spooky, tout ça. Exactement. On n'oubliera pas Luigi's Mansion, qu'on traitera très prochainement. On salue Jérôme Dupire. Qui est donc président fondateur de l'association Cap Game qui milite pour l'accessibilité dans le milieu du jeu vidéo, également enseignant-chercheur au CNAM, qui ne sera pas avec nous aujourd'hui. Il a été retenu sur le salon de la Paris Games Week pour gérer le stand. On embrasse également Étienne Fouillade alias GE2 qu'on a revu hier soir et qui finalement ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, ce qui légitime aussi qu'on casse un petit peu la formule et qu'on revienne un peu plus en détail sur ces deux salons finalement qui le méritaient bien. Donc je propose qu'on commence ce numéro tout de suite. On va saluer quand même avant Phenom sur le chat, on salue Hollow Knight, on salue Kiné des Loutres et on salue Mogwai et Hydrax et The Maniac évidemment. N'hésitez pas à partager vos remarques et vos questions tout au long de l'émission, on tâchera d'y répondre. C'est parti pour les critiques. Alors PJ, du coup tu es sorti de la régie pour nous parler d'un petit jeu qui s'intitule Medieval, parle-nous-en. Exactement, donc entre déjà l'émission précédente où je n'ai parlé d'un jeu sorti en 2001, là je viens vous parler d'un remake d'un jeu de 98. Voilà, donc je suis décidément le fantôme des jeux passés. Bref, donc alors, où est-ce que je commence ? Donc je viens vous parler effectivement de Medieval, donc qui est sorti en 98 sur PS1, jeu de plateforme qui avait effectivement marqué un peu son époque. Alors vite fait comme ça, l'histoire. Il y a 100 ans de cela, dans le pays lugubre de Galomère, l'infâme sorcier Zarok leva une armée de morts pour renverser le bon roi Pérégrin. Ce dernier, en réponse, envoya ses troupes, menées par son valeureux champion, Sir Daniel Fortesque. Zarok fut défait et Fortesque périt pendant la bataille, mais le sorcier est de retour et a rappelé ses soldats à la vie, réveillant par là même le défunt héros, bien décidé à terminer le travail entrepris il y a de cela un siècle. Parfait narrateur, incroyable. Donc après Crash et Spyro, Medieval est la 3e franchise PS1 à ressusciter sur PS4. On va peut-être commencer par, est-ce que tu as fait le jeu d'origine pour peut-être mieux estimer la qualité de ce remake? Alors exactement, en fait, moi si je me suis lancé sur ce jeu, c'est parce que j'avais joué au jeu original en 98. Donc, mais alors après, donc 98, j'étais relativement jeune, j'avais qu'un vague souvenir en fait du tu n'avais que 35 ans. Exactement, le bac, tout ça. Donc je me rappelais genre d'un cimetière, de citrouilles, je crois qu'il y avait un dragon, truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est un jeu que j'avais jamais terminé parce que il était relativement difficile. Et ça pour deux raisons qui pour moi en fait ont été relativement bien corrigées dans le remake, mais j'y reviendrai plus tard. C'est la caméra et la lumière. La caméra déjà avec la manette de PS1, comme il n'y avait pas de stick, c'était pas la DualShock, la caméra se gérait avec les gâchettes, ce qui était pas forcément très utile. Surtout que la plateforme était assez exigeante, donc une caméra qui se gère mal avec de la plateforme exigeante et quelques combats parfois un peu confus, c'est un peu galère. Ajouter à ça en plus une luminosité parfois un peu omniprésente. Alors est-ce que c'est dû aux limitations techniques de la PS1 ou est-ce que c'est dû au fait que c'est dark et triste parce que c'est obscur, lugubre, tout ça. Bon, en tout cas c'était assez compliqué dans mon souvenir. Mais apparemment voilà, à part ça, moi j'avais adoré. Le monde de Galomère était gothique et romantique à souhait, la DA était tellement dingue, j'avais l'impression de jouer à un Burton, tellement c'était entre le morbide et le cartoon. Mais bon, à part ça, effectivement, à part le jeu, le gameplay en lui-même, j'avais pas vraiment d'idées, j'avais pas vraiment de souvenirs, juste une ambiance, une espèce de petit bonbon d'Halloween. Comme j'ai marqué si bien d'ailleurs, un pumpkin spice latte avant l'heure. Et partant de là, quelle a été ton expérience sur ce remake ? Alors déjà, visuellement,
Donc s'il y a un truc déjà que je reproche personnellement aux deux autres remastered, donc Spyro et Crash, c'est la gestion de cette fameuse lumière. Autant sur les jeux PS1, effectivement, il y avait parfois un manque de lumière qui pouvait créer un petit côté un peu... Bah, vous savez, genre, c'est un peu comme les bouillies de pixels pendant les 16 et 32 bits où justement on devine plus qu'on ne comprend, Ouais. donc ça laisse beaucoup plus place à l'imagination. Et justement avec ces remakes là qu'on a eu avec Spyro et Crash, pour moi en fait il y a du trop de lumière, donc on illumine trop et on montre trop, et en montrant trop, pour moi on perd justement ce côté un peu imagination. Mais alors là justement dans Medieval, heureusement, là où avant c'était pas assez éclairé, maintenant c'est juste ce qu'il faut. Pour moi, on garde justement cette espèce de pudeur dont j'avais le souvenir dans le premier. Donc Gallowmer, le pays de Gallowmer n'a jamais été aussi sombre et foisonnant à la fois. En plus, rajouter à ça une fidélité, je trouve quand même extrêmement cool par rapport à l'œuvre originale, où on reprend des voix françaises qui sont complètement délirantes, l'humour grinçant et une esthétique justement parfaite pour la saison d'Halloween. Et pour moi, vous obtenez ce que l'univers de Medieval peut proposer de mieux esthétiquement. Alors, on a compris, c'est joli, mais du coup le jeu. Alors j'allais y venir justement. Alors vous n'êtes pas sans savoir maintenant que on peut de façon très flemmarde diviser les remakes en deux catégories, les remasters en deux catégories. Le remaster esthétique où pour le coup on touche pas au gameplay, on refait juste un peu la façade visuelle et sonore. Un ravalement, ouais. Voilà, pardon. Oui, un ravalement. Et enfin l'autre, le remastered, moi je dirais retouché, où en plus d'un lifting sonore et visuel, on retweak un petit peu le gameplay qui à l'époque faisait un peu défaut à cause des limitations techniques. Mais là pour le coup, c'est plus le premier cas, c'est-à-dire que c'est vraiment D'accord. un remake esthétique. On est exactement sur le même gameplay qu'à l'époque, avec une difficulté made in 98, comme j'aime bien l'envie de le dire. Par exemple, le cimetière qui sert de tutoriel au début, je le connaissais par cœur. Et à force d'y rejouer, pour le coup, j'ai compris pourquoi je le connaissais par cœur. Parce qu'une fois sorti de Gallowmer, et alors j'aime beaucoup cette phrase, une fois sorti de Gallowmer se transforme en Gallo, ta grand-mère de tes morts. Parce que là, pour le coup, premier niveau auquel vous sortez, il y avait le choix. Soit vous êtes dans un niveau où vous ne pouvez pas tuer les ennemis, soit vous êtes dans un autre niveau où les ennemis sont quasiment invincibles. Donc là, de prime abord, c'est quand on est un joueur, là j'avais 7 ans, ça peut refroidir un peu. Le jeu est dans son jus, quoi. Exactement. Où est-ce que j'en étais ? Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Y a pas de souci. Oui, parce qu'en plus, dans chaque niveau, après, il faut en fait tuer tous les ennemis. Là, je vous ai dit, on n'a pas le droit de les tuer, d'autres sont méga invincibles. Mais non, il faut les tuer les ennemis dans le niveau. Parce qu'une fois que vous les avez tués, vous pouvez obtenir des power-up en remplissant en fait un calice qui a caché dans chaque niveau, qui vous permet après le niveau de l'échanger contre potentiellement une arme, potentiellement de la vie, enfin de ce genre de choses. Ce qui en fait est pour moi un bonus, clairement un bonus, parce que c'est de la complétion. On termine le truc à 100%, on remplit le calice, c'est un truc qui est censé être caché. Le problème, c'est que la difficulté du jeu est gérée de façon tellement 98 que en fait ça devient obligatoire à certains moments, parce qu'il y a certains niveaux qu'on ne peut clairement pas passer sans certaines armes, qu'on n'obtient que à force d'obtenir ces calices. Mais enfin, ajouter à ça aussi parfois des directions un peu cryptiques avec en fait, quand tu termines un niveau, tu peux aller au niveau suivant, mais en fait tu peux être bloqué parce qu'il faut que tu reviennes dans un autre niveau pour ça. C'est vraiment le bordel. C'est pas très bien indiqué, quoi. Exactement, c'est pas très bien indiqué, mais après bon, rien de très compliqué, hein, rien que du die and retry ou de l'exploration à max, genre en tapant sur tous les murs avec tous les objets possibles. Au bout d'un moment, on finit par y arriver. Alors du coup, pour conclure, qu'est-ce que ça vaut ? Alors pour conclure, Medieval Remastered, pour moi c'est une pure expérience revenue d'entre les morts, un morceau d'histoire vidéoludique déterré et remise à neuf pour l'occasion. Ça coûte 30€, ça dure une dizaine d'heures. Franchement, pour la saison, c'est pas mal. Moi personnellement, revenir en Gallowmer et revoir Fortesque, ça m'a rempli de l'esprit d'Halloween et je suis bien content. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette critique PJ, ma foi assez inopinée mais en même temps assez surprenante. On est ravis de revoir un petit peu des jeux comme ça revenir de notre passé de joueur. Autour du plateau, est-ce que vous y aviez joué à l'époque, Océane? À l'époque, ouais. Pas du tout, Océane? Non. Toi, t'étais pas très PS1 à l'époque? Bah, je n'en avais pas, T'en avais pas? malheureusement. Et t'as préféré les comics Oui, et les le films. cinéma?
Ouais, complètement. Et ça, t'as réussi. Chacun ses choix. Chacun ses priorités. domaine, ouais. Chacun ses priorités. Moi j'y ai joué quand j'étais enfant. Ouais. Mhm. C'était un de mes jeux préférés avec Crash Bandicoot sur la PlayStation et Spyro. Effectivement, enfin ça me semble logique. C'est Alors typiquement des jeux de plateforme qui parlaient aux enfants de cette Mhm. génération quand tu voulais découvrir, qui étaient plutôt bons en plus. Justement, c'est ça. En y rejoignant, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de plateformes que ça. Hein. Il y a 2-3 passages et Dans justement. Medieval, pas trop. Non. Oui, voilà. Et ils sont justement extrêmement retors parce que dans le premier, à cause de la caméra et de la lumière, en fait. Mais il c'est avait un très galère. look vraiment sympa parce que moi je me Oui. souviens d'un autre jeu qui était Pandemonium qui était vraiment cool, mais visuellement il était un peu plus flippant. Oui. Donc j'ai un peu toujours mal à l'aise d'y jouer, alors que Medieval c'était toujours un peu mignonnet, comme tu dis, c'est très Burton. C'est ça. Et il y avait The Pandemonium, il Maniac était qui posait. atroce. Hein Il était atroce visuellement pour Demonium, même à l'époque. Hein. Ouais, même Pandemonium 2. Ouais. Et t'avais The Maniac qui demandait s'il y avait du contenu en plus. Et du coup, c'est la question que je me posais aussi. Est-ce que c'est vraiment le jeu en soi ou est-ce qu'il y a un peu de bonus supplémentaire? Alors il y a une quête supplémentaire à la fin. Une fois qu'on a atteint le dernier niveau, on débloque un truc qui nous, en fait, des séries d'énigmes qui nous renvoient dans les autres niveaux et qui en fait nous force en fait à refaire entre guillemets Ah ouais, d'accord, une deuxième fois le c'est jeu. pas, Voilà. c'est pas un bon bonus ça. Ouais. Après, si tu veux parler bonus, t'as aussi tout ce qui est dans le pack en plus avec genre l'édition collector, je sais pas quoi, où t'as des enregistrements, donc Des images d'archives, des commentaires, des choses comme ça. Alors ça je sais pas, mais en tout cas j'ai vu, parce que moi je l'ai pas prise l'édition collector, mais j'ai vu qu'effectivement t'avais accès notamment aux enregistrements de orchestraux. Des différents thèmes. Ok. Voilà. Donc les enregistrements qu'on avait sur la version PSP en fait, peut-être. Alors oui, tu m'as appris ça tout à l'heure parce que moi j'avais complètement oublié l'existence de Medieval Resurrection. puisque J'avais moi, oublié PSP, l'existence de la PSP. Oui, moi, voilà, de toute on est façon, d'accord voilà, de manière générale. Donc oui, sûrement. Mais là, je pense qu'ils les ont refait complètement en fait. Hein. Ils ont de toute façon comme ces deux remakes, c'est les mêmes musiques de base, mais. Et toi Guillaume, du coup, vu que t'étais un peu dans cette tranche-là, t'as testé Pandemonium Non, pardon, Medieval à l'époque. Ça parle Pandemonium sur le chat, c'est Bah pour écoute, non, Medieval, en fait, je me souviens, moi j'avais joué à la démo qui était sortie dans un disque de démo, comme à l'époque on avait, Ah bah oui, on avait oui, pas oui. les démos téléchargeables, du coup on jouait à ces jeux-là et on les découvrait de cette manière-là. Moi j'aimais beaucoup le design du héros, mais après le jeu, moi j'étais plus en fait, forcément en tant que gamin, j'étais plus amené à me rapprocher d'un univers comme Crash Bandicoot ou Spyro. Et du coup Medieval c'était un peu la série un peu à part où en gros c'était le jeu d'épouvante pour enfants en fait. Oui, exactement. Et c'était cette époque où on avait ce genre de jeu. C'est quand même cool qu'ils reviennent de façon remasterisée sur les consoles d'aujourd'hui. Malgré tout, moi j'ai cru comprendre que par contre niveau durée de vie, c'est de la durée de vie à l'ancienne, c'est-à-dire que tu vas pas passer des heures et des heures sur le jeu. Je comprends que ce soit une expérience comme à l'époque, on va dire, mais je trouve ça dommage que Medieval ce soit pas par exemple comme les remasters de Spyro ou de Crash Bandicoot, soit pas une série qui soit composée de plusieurs épisodes pour pouvoir en faire une collection Il y a remaster. Il y en a deux. Il y a eu un 2 qui est sorti en 2000. Il y en a un sur PS2, Sur sur PS1. PS1, Medieval 2 sur PS1. qui était très bien aussi d'ailleurs, et Ouais. j'espère d'ailleurs que si, genre, j'ai pas regardé les chiffres, mais j'espère que la réussite de Medieval, parce que moi j'ai vu que c'est une réussite critique. Ouais, mais s'ils auraient pu Ouais. faire les deux d'un coup, tu vois. Enfin, C'est ça aussi. Après Medieval est une licence qui est beaucoup plus casse-gueule que Spyro ou Crash, qui pour le coup ont des héritages. Justement, Crash, j'étais quasi assuré que ça allait marcher. Moi, j'aurais plutôt fait les jeux séparément de Crash et Medieval, où c'est une licence plus obscure. Tu réunis tout d'un coup. Ah, Donc voilà. le 2, il y avait la feature sympa, il y avait le Oui, tu mets truc sur la main, déplacement. ouais. Tu te mettais la tête sur ta main et tu Ça pouvais faire j'adorais, des trucs où là, il y avait une d'infiltration. Gatling et Ouais, tout. ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que j'espère que ces remakes vont continuer, parce que comme ça je vais pouvoir revenir en plateau parler des seuls jeux que je connais, c'est-à-dire de génération PS1 et 64. Et vivement des remakes 1080p. Moi non. Ah non, mais attends, remake 4K de Croc. Oh oui. Oh putain. Bah oui, Croc en rigolo. Mais non, Bon. c'est Jex le gecko. Jex en RTX. Gex, oh Jex en ouais. RTX, moi, je veux ça. Sur le chat, Phenom nous apprend que Pandemonium a été totalement redesigné au Japon pour mettre le jeu dans un style manga. Kiné nous demande un peu de respect pour la PSP, et The Maniac, morale de cette critique sur les classiques de la PS1, jouer à Suikoden 2. Entièrement d'accord avec Kiné, un peu de respect pour la Un peu de respect pour la PSP. Bon, quand la même. respect, juste on l'a Ah, mais oublié, c'est quel, pas pareil. Oui, bah voilà. Mot de la fin avant la pause musicale, mais il est fou. On s'écoute tout de suite Days of Future Funk de Agrumes, et on se retrouve juste après pour parler du Comic-Con. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de du pixel, et on constate pendant la pause musicale que PJ s'est transformé en Alexis. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, je suis à la Paris Games Week donc je peux en parler, mais je n'avais pas joué à Medieval donc je ne peux pas en parler. Tu es autorisé à rehausser ton micro si tu le souhaites. La branche. Ok, très bien. Bon, ça va?
Oui, je suis très content d'être de retour en plateau. Bah, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, depuis la rentrée. Oui, et puis là, je vais te voler la place dans les prochaines semaines, 1 ou 2 fois, donc je me chauffe. Petit teasing, très bien, petit tour de chauffe cette semaine donc. Mais avant de parler de la Paris Games Week où nous avons eu la chance d'aller, on va parler du Comic Con avec vous deux, Cédric et Océane. J'ai envie de dire c'est parti pour le débat de la semaine. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, que c'est toi qui as toujours raison. Alors, le Comic Con déjà, si on est un peu extérieur à tout ça, de quoi ça parle? Quels sont les objectifs un peu de tout ça, Océane? C'est un rassemblement de fans de comics et de pop culture en général, on peut le dire. Américaine. Ça existe comment? Américaine quand même plus particulièrement. Américaine, oui. Oui, en fait, ça dépend. Enfin, anglo-saxonne en tout cas. Anglo-saxonne, Voilà. effectivement. Donc ça existe depuis des décennies et des décennies aux États-Unis. On connaît tous le Comic Con de San Diego. Évidemment, San Diego a fait des enfants un peu partout dans le monde. Et donc, il y a près de 4 ans maintenant, en 2015, la Comic Con est arrivée à Paris sous l'égide de Reed Conventions, qui s'occupe notamment de la Comic Con de New York, qui prend de plus en plus d'ampleur avec les années, qui est une sorte de concurrent indirect un peu de San Diego. Et du coup, depuis maintenant 4 ans, ça s'est installé à Paris, à la Villette. Très bien. Alors la Comic Con cette année, qu'est-ce qu'on a eu la chance de pouvoir y retrouver? Enfin voilà, quels sont un petit peu quel est le bilan que vous pourriez me donner de cette édition cette année? Cédric. non. Alors de quoi ça bat déjà? Ça fait une shrug face absolument incroyable. Déjà tout est dans le titre. Comic Con, c'est du comics, donc on a vu principalement les acteurs principaux du comics, donc Panini avec Marvel et Urban avec DC, qui avaient tous les deux de beaux stands, qui présentaient leurs classiques, leurs nouveautés. On va pas se le cacher, c'était quand même encore une fois Marvel qui mettait beaucoup tout en avant. Ils avaient beaucoup de leurs invités qui... Alors c'est compliqué de parler d'un invité Marvel ou DC parce que la plupart des artistes ils ont bossé un moment chez l'un, un moment chez l'autre. Mais par exemple, on avait Starling qui était venu, on va en parler un petit peu après, qui est quand même venu affilié à Marvel plus qu'autre chose. Donc il avait travaillé un peu chez DC, mais on a un peu passé ces années-là sous silence. Il y avait aussi des acteurs télévisuels. Donc on avait par exemple MCM qui fêtait les 20 ans de la chaîne, qui était présent. 30 ans. 30 ans, merci. On avait Adult Swim qui avait un stand pour présenter un peu mieux, présenter, c'est un grand mot, mais en tout cas ils étaient aux couleurs de Rick et Morty pour le début de la saison 4 et ils en profitaient pour expliquer un peu aux gens ce qu'était Adult Swim en France en tout cas. On pouvait y trouver aussi pas mal de stands comme dans les conventions classiques de goodies, de pop culture divers et variés. Il y avait, j'ai pas vu s'il y avait un stand dédié à, je me rappelle plus comment ils s'appellent, les mecs qui se déguisent en Star Wars là, 500e compagnie là. Si, ils avaient un stand, ils avaient un photoshoot avec un fauteuil, ils avaient de très beaux cosplays comme d'habitude. Donc voilà, et surtout, les grandes halles de la Villette est composée de, on va dire, 2 étages. C'est un peu spécial, mais il y a un étage supplémentaire. Et l'étage supplémentaire était pour le Artist Alley, qui est un truc spécifique au Comic Con. Et globalement, ce sont tous les artistes amateurs comme professionnels. À partir du moment où ils viennent sur Comic Con, alors les professionnels ne payent pas, les amateurs payent, mais ils ont un stand où ils peuvent dessiner, vendre leurs dessins. Et donc, tous les invités du Comic Con avaient un stand et donc ils pouvaient venir pour faire des dédicaces. Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les amateurs, les professionnels, les petits, les gros auteurs là-dessus? Ou est-ce que c'est visuellement une table tournante pour tout le monde? Non, visuellement non, parce que Ryan Maynarding, il était à côté de parfait amateur. Ouais. Mais disons que tu payes quand tu vas voir un amateur. Là, les invités du salon, tu pouvais demander une dédicace, c'est gratuit, c'est prévu dans le contrat en fait qu'ils ont signé avec les artistes qui viennent. Donc tu voyais énormément de queues pour les gros artistes et à côté il y avait des gens qui n'avaient pas de queue du tout, malheureusement. Enfin, qu'il y avait personne qui venait les voir, quoi. Oui, c'est ça. J'ai une amie, Sarah, qui avait un stand et qui vendait plein de dessins. Apparemment, ça a bien cartonné pour elle, donc je suis contente. Et elle était à côté, elle était à une table de Chris Claremont, qui est une légende des comics. Créateur des X-Men. Voilà. Enfin, disons, créateur des X-Men, tel qu'on les a connus après, on va dire. Exactement. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que sur toutes les tables, il y a des tables où il y a un amateur qui côtoie une légende, qui côtoie lui-même un amateur. Donc c'est ça aussi qui était bien cet Artist Alley, c'est que c'était diversifié. Il n'y avait pas tous les gros auteurs dans un coin, parce qu'en plus je pense que niveau queue ça aurait été ingérable. C'était vraiment assez hétérogène. Est-ce que c'est un petit levier pour également voir monter peut-être des nouvelles têtes chez ces éditeurs-là, ou est-ce qu'on peut dire que niveau B2B, est-ce qu'il y a des choses à faire de ce côté-là?
Je pense, ou ouais. est-ce que- Il y a des concours qui sont organisés pour des jeunes artistes aussi. Il y a des concours avec des gagnants qui sont élus par certains artistes qui sont présents. Ouais, mais donc, c'est pas assez pourquoi bien pas. géré. C'est-à-dire que quand tu Ah, vois ça, par oui. exemple Japan Expo, enfin je prends pour exemple celui-là parce que je le connais assez bien, ils ont un coin fait pour le business model, fait pour les professionnels, pour qu'ils se rencontrent entre eux, où ils peuvent parler sans qu'il y ait une cohorte de fans déguisés en Naruto. Là, clairement, je n'ai pas vu sur leur plan un coin où les mecs pouvaient parler business vraiment, très sérieusement. Après, oui, je pense qu'il y a moyen de faire des rencontres via les artistes. Ouais. Peut-être tu peux voir leurs agents, tu peux essayer de glisser une carte, mais... Et je sais que Olivier Coipel, qui est un dessinateur phare chez Marvel, justement, il a fait une review de portfolio de mon amie Sarah et du coup qui lui a donné plein de conseils et tout. Et ça, je trouvais ça plutôt cool que justement des professionnels donnent leurs avis à des amateurs. Je pense que ça ne peut que les faire s'améliorer. Alors, il y a pas mal de choses, évidemment, pas mal d'acteurs, on l'a dit, donc, qui figurent parmi une liste d'invités. Qui viennent donner des conférences. Tu mentionnais Jim Starlin tout à l'heure, créateur de Thanos. Est-ce que, entre autres évidemment, mais voilà, c'était un petit peu l'un des invités stars cette année avec Roy Thomas. Enfin, Marvel, c'était assez fourni, j'ai l'impression. Ouais, ils avaient une grosse programmation, ouais. Bah ouais, comme tu dis, Starling, c'était des conférences assez intéressantes pour le coup, mine de rien, que ce soit celle faite par Comics Blog ou celle faite par le Commis des Comics avec, je me rappelle plus son nom de l'autre personne, c'était le RP de chez Panini Vives Marvel. Hein Aurélien Vives, non? Oui, je crois que c'est ça. Et les deux ensemble marchaient très bien. Et ils avaient toujours le bon ton de traduire les choses. Enfin, il y avait vraiment... voilà, c'était quand même assez bien amené. Dans le cas de Jim Starlin... ce qui était intéressant, c'est que bon, clairement les gens étaient là parce que, comme tu l'as dit, c'est le créateur de Thanos et de l'arc du Gant de l'Infini. Donc pour les gens, c'est le mec qui a fait le MCU dans leur tête, je pense, pour beaucoup de gens qui venaient sans trop savoir. Mais il a parlé de plein de choses. Il a par exemple dit qu'il avait une espèce d'attrait artistique pour les maladies mentales. Il avait fait une série de portfolios d'allégories sur les maladies mentales, qu'il avait pu travailler sur plein de personnages. Et c'est pour ça que Thanos l'intéressait beaucoup quand il l'a créé. C'est qu'il a pu petit à petit l'amener dans des profondeurs qu'il n'imaginait pas. D'où le Mad Titan en fait. Ah oui, Littéralement, clairement. C'est l'histoire d'une obsession là. Clairement, il a dit en anecdote rigolote par exemple que il avait lâché le personnage à un moment avant de le reprendre pour le Gant de l'Infini, et entre temps un artiste avait fait de Gamora sa fille, et bon, il a pas trop aimé ce truc là parce que non, il a pas de fille, donc Gamora a pris très cher dans le Gant de l'Infini pour cette raison là. Il disait parce qu'il était très énervé qu'on ait fait ça sans lui demander consentement du truc. Ouais, et par contre, ce qui est dommage, c'est que cette conférence, notamment, il y avait une conférence avec Jim Starlin et Karen Gillan qui joue aussi dans le MCU, qui joue Nebula. La conférence du samedi. Ah oui, pas Gamora, Nebula, pardon. Oui, Désolé, Nebula. c'était Nebula. Non, mais mon anecdote, c'est sur Nebula en plus. Ah Désolé. d'accord, ok. Pas Gamora, pardon. Et donc cette conférence, donc, ce qui est portée sur la saga de l'infini, adaptée par le MCU. Et en face, on a vu justement une conférence d'Olivier Coipel, qui est quand même, je le répète, un dessinateur vraiment très très connu aux États-Unis, qui a bossé récemment avec Mark Millar sur The Magic Order, qui va être adapté par Netflix, qui a fait House of M, qui est l'un des plus grands événements de l'histoire de Marvel, qui a fait pas mal de DC aussi quand il a commencé justement. Et le souci, c'est que quand les deux conférences comme ça se télescopent, ça devient dur de faire des choix, et surtout mettre deux invités comics prestigieux l'un en face de l'autre. Je trouve ça super dommage, parce que quand on vient à la Comic Con, on essaie de voir le maximum de choses, et quand deux de tes invités vedettes se retrouvent en face à face alors qu'elles peuvent parler de la même chose, du coup on a un peu les boules quoi. Alors c'était le samedi ça. Ouais, c'était le samedi. Alors est-ce qu'on touche pas du doigt effectivement peut-être un côté le Comic Con qui fait un peu comme d'autres rassemblements comme Japan Expo, c'est-à-dire qui des billets à la journée avec des journées plus ou moins fournies en invités. Est-ce que ils auraient pas gagné à un peu plus étaler sur la durée du Je pense que salon. le problème du Comic Con, mais c'est un problème, c'est problématique dans ce concept-là, c'est que là, c'est rien de dire, c'était que surtout c'était deux artistes comics importants qui étaient côte à côte. Ouais. Mais quand tu vas à la Japan Expo, t'as un truc manga, un truc animé, un truc, je sais pas, Sentai. Donc t'es pas obligé, sauf si t'es fan de tout, bon, t'es dans la merde, mais globalement, si tu viens pour les mangas, tu ne rateras pas les conférences. Là, si t'es fan de comics, tu en ratais forcément. Alors qu'à côté, tu pouvais mettre des conférences sur les séries télé. Il y avait Patrick Stewart qui était là pour parler de Picard. Il y avait. Après, pour tout ce qui est Patrick Stewart et tout ça, je pense qu'ils avaient aussi un planning bien précis. Non, bien sûr, mais vraiment juste pour l'après-midi. Donc... On pouvait faire en sorte
que les conférences se chevauchent pas, parce que c'est dommage. Tu vois, moi, j'en ai raté certaines à cause de ça, parce que j'allais à d'autres. Puis même, je pense à Chris Claremont, dont la conférence, la rencontre avec lui, c'était le dimanche à 17h15. Et honnêtement, le dimanche à 17h15, t'as plus grand monde au Comic-Con, clairement. Enfin, c'est le moment où les gens commencent à rentrer chez eux parce qu'ils ont fait le tour et qu'ils commencent à se vider. Moi, Chris Claremont, j'ai pas pu y assister, par exemple, à la conf. Pareil. Forcément, vous étiez là la semaine dimanche à dernière. 17h, oui, vous étiez là. À cause de toi, voilà. Vous retenez en otage, je m'excuse. Donc on l'a dit, il y a quand même un panel d'invités assez important. Là, je vois Karen Gillan, Patrick Stewart, on en a déjà parlé, Gustav Skarsgård, Ross Marquand. Il y avait des acteurs de Gotham qui finalement ne sont pas venus pour des questions de calendrier, je crois savoir. Oui. Mais est-ce que ces conférences-là prennent la porte de la forme de panel où on va retrouver des anecdotes de production, comme ce qu'on peut retrouver par exemple au Sci-Fi Show, entre autres, ou est-ce que ça donne lieu à des débats un peu plus anglais, avec des conférences sur des problématiques de l'industrie ou artistiques, justement? Alors, j'ai eu la chance de commencer mon Comic-Con le vendredi, à la première heure en plus, quasiment vers 11h midi, avec une conférence de Joshua Dysart. C'est un auteur dont les ouvrages sont publiés chez Bliss en France. Et en fait, lui, c'est un auteur qui fait beaucoup de comics avec une dimension politique vraiment exacerbée, qui va parler des conflits des enfants soldats notamment, donc c'est des sujets assez lourds. Et du coup, l'angle de la conférence choisi par Comics Blog, c'était comics et politique. Est-ce que, comment les liens entre ces deux sujets, parce qu'en ce moment, on voit que certaines personnes ne sont pas très contentes, par exemple, de voir Watchmen parler de politique. Lisez un comics, les gars. Et du coup, l'angle était comment est-ce qu'on peut mélanger l'art du comics, qui est l'entertainment, comment on peut y ajouter de la politique, comment on peut y parler d'enjeux contemporains extrêmement sérieux et dramatiques. Et du coup, toute la réflexion de l'heure passée avec Joshua Dysart, qui était vraiment quelqu'un de passionnant. Je suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit, mais c'était quand même quelqu'un de très intéressant. Et du coup, il a expliqué comment, selon lui, le comics a perdu de sa dimension politique, mais comment il peut la réacquérir par d'autres moyens. La frilosité aussi des deux plus gros éditeurs, donc Marvel et DC. Et en soi, des conférences anglais comme ça, axées sur des sujets bien précis, je trouve que c'était une des forces, en tout cas, des conférences que j'ai vues pendant ces 3 jours. Alors là, je m'adresse à vous, Guillaume et Alexis, mais est-ce qu'on ne tirerait pas un enjeu transversal avec le jeu vidéo, typiquement ce côté un peu frileux? Oui, plus globalement, c'est effectivement dans les choses qui ont été dites jusque-là, c'est intéressant parce que je me faisais la réflexion qu'il y a des choses qu'on pourrait répéter pour la Paris Games Week. Mais en vous écoutant, et c'est une question qu'on pourra poser aussi pour la PGW, c'est en fait, c'est pour qui cet événement? Oui, est-ce que c'est pour le grand public ou est-ce que c'est pour une niche de fans? On en a parlé, on a dit des choses sur le B2B un peu, sur les conférences des uns et des autres, mais quand même aller voir le créateur de Thanos, c'est intéressant, mais c'est pas intéressant pour tout le monde. En fait, s'il le présente, c'est ça en fait la dichotomie, c'est-à-dire que t'as le salon quand même qui est pensé pour les fans de comics et surtout pour aller plus loin dans la réflexion autour du comics et notamment sur le marché français et notamment européen, parce que le comics ça reste quand même un milieu très américain centré, mais qui se rapproche un petit peu plus de nos contrées. Donc t'as cet aspect où t'as les gens qui viennent pour aller voir le créateur de Thanos, parce que c'est marqué en grand le créateur de Thanos, limite s'il n'y a même pas son nom à côté. Et donc en fait c'est le côté un petit peu est-ce que la Comic-Con en fait elle est pas partagée entre son côté très mercantile avec forcément on va vendre du merch à fond les ballons et on va surtout axer la communication du salon autour de ça, ou alors est-ce que c'est vraiment un salon centré autour de la rencontre avec les auteurs et donc la rencontre des auteurs et des fans? Mais je pense que c'est un peu cet entre-deux, c'est-à-dire qu'ils se vendent sur la base du merch, mais qu'en fait quand tu y viens tu te rends compte qu'il y a une profondeur et qu'en fait il faut les chercher aussi dans le programme, les conférences, parce que par exemple pour être honnête, si je connaissais pas un petit peu déjà Joshua Dysart qui avait fait une émission déjà avec Comics Blog qui s'appelle Super Friends, que je vous invite à écouter, c'est super intéressant, j'y serais peut-être pas allé. Le but aussi de ce type de conférence, c'est de faire connaître des auteurs, et après coup on m'a expliqué qu'apparemment il y a une quinzaine de personnes qui avaient assisté à la conférence de Dysart qui sont allés sur le stand de Bliss pour aller acheter ses bouquins et discuter avec lui. Et en ça, le Comic-Con pour moi c'est ça sa mission, c'est à la fois de faire redécouvrir ce qui est déjà très connu, mais aussi de faire découvrir en France quelque chose de plus confidentiel, mais qui est tout autant légitime à participer à une Comic-Con. Mais est-ce que du coup cet aspect il a plus été mis en avant dans cette édition, ou c'était également le cas des éditions précédentes?
je fais la Comic Con, moi j'y vais depuis 2017 et je trouve que d'année en année ils essaient vraiment de creuser ce sillon de présenter des gens c'est bien mais axé autour de certains angles, c'est très bien aussi. L'an dernier j'avais pu faire la conférence et participer vraiment avec un micro sur la scène à une conférence sur la diversité dans les comics et la salle était pleine et c'est là qu'on voit que certes c'est bien tout ce qui est merch et tout, mais dès que tu sors un peu et que tu fais des conférences anglais, les gens viendront à partir du moment où tu sais la vendre et à partir du moment où t'as pas beaucoup de compétition en face quoi. Parce que nous on était en face de Frank Miller. Puis en fait, ce qui est intéressant avec la Comic Con, c'est surtout qu'en fait c'est à la halle de la Villette et forcément c'est un endroit beaucoup plus on va dire étriqué que par exemple pour Japan Expo où il y a un peu des coins partout et ce qui est dommage à Japan Expo c'est que justement t'as des auteurs qui viennent pour faire des conférences, des médias étrangers qui viennent aussi pour parler parler de leur marché. À l'époque les événements étaient jumelés d'ailleurs à l'époque. Exactement. Et ce qui est dommage aujourd'hui à Japan Expo c'est que aujourd'hui l'endroit est tellement grand. Rappelle-moi, c'est à Villepinte. C'est à Villepinte. L'endroit est tellement grand qu'en fait, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller dans ces endroits-là. Alors que la Comic Con, justement, vu que c'est à la Villette, en fait, tout est plus ou moins au même endroit, on va dire. Ouais, mais ça devient un petit peu étriqué. Et surtout Japan Expo, depuis 2 ans, ils font des annonces micro quand il y a des conférences et des trucs comme ça. C'est vrai aussi, ouais. Donc, et ça, c'est ce qui manquerait peut-être à la Comic Con. En fait. Mais moi, c'est marrant parce que je vois l'inverse de toi. Moi, je pense que la Comic Con, tu y vas parce que tu peux y faire des rencontres, voir des conférences, rencontrer les artistes, et que tu arrives et tu as la déception de voir que c'est énormément de merch et de goodies en tout genre. Enfin, il y avait encore. Ah non, il n'y avait pas les gens qui vendent les fruits séchés que tu trouves à toutes les conventions de France et de Navarre, mais il y avait les vendeurs de liqueurs. Enfin, tu vois. Est-ce qu'il y avait les vendeurs de katana Oui, il y avait des vendeurs de katana japonais, il y avait et de katana manga. Il y avait du whisky allemand aussi, alors j'ai pas compris. Voilà, enfin, tu vois, c'est le problème de ce genre de convention. Oh, stop. je vous vois, Guillaume, attention. Non, mais donc, c'est peut-être avant de conclure sur ce segment consacré à la Comic-Con, un petit peu de prospective peut-être. On a une tendance sur la fréquentation du salon, parce que je trouve si ça s'est un peu bousculé le samedi notamment. Est-ce qu'il serait pas temps d'élargir un peu l'espace ou est-ce que... pour les 5 ans de la Comic-Con, moi je pense que ce serait bien effectivement d'élargir. Parce qu'on voit a priori selon les chiffres officiels qui sont sortis, on est passé de 30 000 personnes en 2007-2018 à 35 000 cette année. D'accord. Donc alors... Je l'ai pas vraiment senti ni le vendredi ni le dimanche, pour être honnête. Parce que c'était surtout le samedi, parce que vraiment c'était un peu galère de circuler le samedi. Mais effectivement, pour les 5 ans, ce serait peut-être bien un peu de réinjecter un peu de sang neuf, en tout cas à l'endroit. Parce que c'est vrai que si c'est vraiment très bien, comme on disait avec Cédric, l'artiste Ali, qui est vraiment en hauteur par rapport à ce qui est en bas. Par moments, c'est quand même assez galère. Et... je pense que ça gagnerait aussi peut-être en prestige, à voir après si les moyens peuvent être mis sur la table pour ça, à voir ce qu'ils peuvent en faire après. Effectivement, on a Titouan sur le chat qui dit qu'il y avait des katanas et du whisky allemand, donc c'était mieux que la version de Londres. Alors oui, toi t'es allé à Londres, non? J'ai été à Londres, effectivement en mai. C'était un peu leur Comic-Con de mi-saison, mais il y avait quand même des gens comme David Arbor, Sébastien Stan, tout le Arrowverse, donc pour eux c'est ça la mi-saison, donc on se rend compte quand même de l'écart qui reste à creuser. On avait Endgame et Hellboy aussi, il y avait une actualité qui... Ouais, tout à fait. Puis il y avait Stranger Things aussi qui arrivait pour Arbor. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voyait quand même, l'endroit était absolument immense. Alors, je sais pas si Titouan est allé au même endroit que moi, mais c'était immense. Les invités incroyables. Et même au niveau de l'organisation des stands et tout ça, c'était beaucoup mieux organisé. Donc à voir après si la France va pas prendre exemple sur ses grandes sœurs et essayer de faire un truc plus grand. Parce que c'est vrai que là, c'est très bien de faire une Comic-Con avec plein d'invités prestigieux, mais à un moment donné, il faut que l'écran qui le contienne soit aussi en état d'accueillir tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire que si on a grandi et qu'on reste dans Paris, on pense tout de suite à la Porte de Versailles, mais Porte de Versailles, il y a le Sci-Fi Show 3 semaines, un mois avant. Ça risque de faire un peu doublon, donc est-ce qu'il faudrait pas déplacer l'événement dans l'année ou... En fait, la Comic-Con compte aussi sur les vacances de la Toussaint. En réfléchissant, en préparant l'émission, j'ai réalisé qu'il y avait les vacances de la Toussaint. Après, ils peuvent aussi prendre un créneau en mai, par exemple, ou en avril-mai, où tu as les vacances de Pâques ou autre. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de capitaliser sur les vacances que ne fait pas Paris Manga.
Guillaume. Ouais, je voulais dire en fait, je prends le microcosme un peu parisien et notamment dans les transports. Il se trouve qu'en fait, en amont des salons, ce qui se passe, c'est que les organisateurs ils font beaucoup de communication et notamment dans les transports. Est-ce que c'était le cas aussi également? Je prends l'exemple de la RATP avec les affiches Comic-Con ou Paris Games Week dans les. T'avais pas mal d'affiches, mais disons que le dimanche matin, la ligne 5 qui t'emmène à la Comic-Con a été KO pendant 20 minutes quoi. Ouais, après, ça c'est. Voilà, Bon, ça ne relève pas de l'organisation de l'événement. Oui, mais bon. Si, ils ont mis des fans sur les voies. On n'est pas prêt d'entendre une voix de Dragon Ball Z dans le métro pour annoncer la Comic Con, c'est ça que je veux dire aussi. Ah bah oui, mais t'as pas le même nombre de gens qui y vont aussi. C'est ça le truc. Aussi. Un petit mot à ajouter, Cédric, Océane, avant de refermer ce segment sur le Comic Con. Moi j'ai fait de très belles rencontres et j'ai pu parler quand même à des artistes vraiment cool, type Pia Guerra dont on parlait la semaine dernière, David Lopez, même Ryan Menarding aussi qui était assez accessible. Donc au final, ça reste une édition donc encore trop étriquée pour moi, mais on sent quand même les améliorations et j'espère juste que c'est niveau côté organisation aussi pour tout ça, que ça ira mieux les années prochaines. Cédric. Bon, moi j'ai rencontré que des gens cringe, alors je vais pas dire que j'ai fait de belles rencontres. Merci Cédric. Non mais je te connaissais d'avant, j'ai pas fait de rencontres. Oui. C'est une perche que je t'attendais pour notamment parler de comment je suis devenu super-héros. Ce que j'allais dire après, Voilà. mais tu m'as pas laissé finir ma phrase. Et va très bien. Les grosses Mauvais esprits se présentateur, mauvais. Trop de tension entre vous. Trop de tension. Ah bah oui. Ça se finira en à Londres aussi octogone. c'est au Excel, hein. Petit on le dit c'est aussi au Excel. Donc comment je suis devenu super-héros, ce qui est intéressant, c'est que la bande-annonce on l'a eu un petit peu avant, je crois le soir même elle a été diffusée sur les internets, donc les gens ont pu le voir. C'est un film de super-héros français qui est produit entre autres par Warner et les mecs de Legend, je crois. Enfin, c'est Attal qui produit. Oui. Donc je me rappelle plus le nom de sa boîte de prod, c'est pas très grave. Douglas Attal. Oui, c'est Yvan Attal. Attends, je me confonds tous les Attal. Douglas Bref. Attal. Non mais Douglas, je sais que c'est le réalisateur. Arrête de faire le type toi. Je sais qui est le réalisateur, mais c'est son père le producteur. Et son père, il est plus connu que Douglas. Oui. Voilà. Donc oui, c'est Douglas Attal qui réalise. Et c'est intéressant parce qu'en tout cas, ils croient tous assez fort au projet. Les acteurs n'avaient jamais lu de comics, mais pour moi, c'est pas forcément un prérequis. Quand tu es un acteur, tu fais ce qu'on te demande et tu t'imprègnes du truc ou pas. Il y a plein de méthodes. Ils étaient tous quand même intéressants. Paul Ward n'était pas présent, mais ils nous ont dit que lui était quand même au début très flippé de faire ce rôle-là parce qu'il jouera un super-héros à la retraite, un peu vigilante. Il était très flippé parce qu'il pensait être très ridicule dans un costume. Ils lui ont fait un costume plutôt classe. Il a bien aimé au final et il a dit qu'il a pris beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Et je retiens juste que Vima Laponce, qui est une actrice du film, avait dit à un moment, elle a dit que maman, parce qu'elle avait joué dans un autre film de super-héros qui s'appelait Vincent n'a pas l'écaille, et elle a dit oui, sauf que lui c'était plus Romer que Warner. Voilà. Donc elle sous-entend que dans le mine de rien, elle sous-entendait que jusqu'à présent les films de super-héros français, le peu qui pouvaient exister étaient trop français dans leur ADN. Un peu trop austère. Voilà, aussi, on parle devant. Non, même pas. Je pense vraiment que c'est genre on parle dessus de pouvoir, mais en buvant un thé dans un café, quoi. C'est le problème. Tu prends un peu d'endive avec tes petits pois. Ouais. C'est exactement ça. Alors que ce film-là, en tout cas, a la prétention de vouloir amener un peu plus d'action, un peu plus de fantastique. Il y a des effets spéciaux, ils sont en pleine post-prod. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal pour l'instant de ce qu'on voit du teaser. Enfin, à voir, mais moi j'y crois un peu. Très bien, très bien. Bah écoutez, merci à vous deux pour ce petit bilan sur le Comic-Con cette année. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour en parler. Bah j'espère, ouais. Voilà, donc on se revoit pas avant un an. Ouais. Très bien, salut. Bon, merci beaucoup. On se dit du coup après la pause, rendez-vous après la pause. On va s'écouter Calvin Harris. Tiens donc, et après on va passer au Comic-Con. À tout de suite. À Paris Games Week. Paris Games Week. Je suis fatigué. Waouh. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billes de pixels, toujours avec Guillaume, avec Cédric et avec Alexis. Et encore un changement de plateau. Encore un changement de plateau. Alexis, tu es à côté d'un fantôme qu'on salue. Oui. Non, Oui. mais on a Océane est partie se reposer, donc Oh, tout on à la fait. remercie beaucoup pour son input pour la Comic-Con et on va pouvoir nous débriefer les 4 qui étaient présents là. Passer aux choses sérieuses, effectivement, pour la Paris Games Week. Pas ce que j'ai dit. Hein. Non mais il faut savoir non, que c'est ce qu'il dit, le sous-entend depuis une semaine maintenant qu'il préfère Paris Games Week, on a compris. Non, mais c'est juste que je n'ai pas eu la chance d'aller au Comic-Con. En fin de compte, non, mais vraiment, j'aurais été heureux d'y aller cette année. Hein, mais bon, c'est pas possible. Donc, Ça sera pris en compte. l'année prochaine. Donc, j'ai envie de dire, c'est parti pour notre segment consacré non pas au Comic-Con, mais à la Paris Games Week. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter que c'est toi qui as toujours raison.
Alors, la Paris Games Week, est-ce qu'on peut commencer par faire un petit point sur tout simplement d'où sort cet événement et à quoi est-ce qu'il répond, Alexis? Déjà, c'est la 10e édition de la Paris Games Week. 10e édition. On peut peut-être faire un point rapidement sur les chiffres jusque-là, parce qu'on a parlé tout à l'heure du Comic-Con et de la fréquentation. Les chiffres de la Paris Games Week sont quand même assez impressionnants, puisque en 2010, il y avait 120 000 personnes pour 28 exposants et 14 000 m² de salon. En 2014, on était à 272 000 personnes pour 97 exposants. En 2018, l'année dernière, on était donc à 316 000 personnes pour 188 exposants et pour 80 000 m². Alors, ce sont les chiffres officiels du CEL. Il y a des débats quant à leur véracité, mais on est quand même sur du 1 pour 10 par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour la Comic-Con. Donc, c'est tout d'abord un salon qui rassemble beaucoup de monde, puisque c'est... Alors, encore une fois, les chiffres, on leur fait dire ce qu'ils veulent, mais il est dans le top 5 des plus gros salons mondiaux, derrière le Taipei Game Show, la Gamescom, et il est devant le TGS. Et le 3 c'est un peu particulier. Donc c'est déjà un événement, en tout cas pour les organisateurs et pour les éditeurs, important dans le calendrier, même si je pense qu'on peut en parler. Le calendrier est peut-être un des soucis le mois de début novembre est peut-être un des soucis pour ce que pourrait apporter ce salon-là au moment de l'année. Ça, on reviendra effectivement peut-être plus en détail sur cet aspect-là plus tard. Mais tu fais bien de le rappeler, effectivement, que la Paris Games Week, c'est un rassemblement qui est quand même qui a une certaine ampleur, qu'on a tendance à sous-estimer au profit de l'E3 ou de la Gamescom ou d'autres rassemblements comme ça, mais c'est vraiment un moment de poids. Alors justement, cette édition était très fournie. Est-ce que on peut commencer par là, faire un petit bilan de notre édition de la Paris Games Week, chacun notre tour. Guillaume, cette édition a commencé un peu en trombe, parce qu'on a pu essayer FF7 et Avengers. On peut peut-être commencer par là. En amont du salon. En amont du salon, ouais. Alors du coup, en amont du salon, en général, ça arrive aussi également pour des salons comme le 3 ou le TGS. Certains éditeurs en fait organisent des playtests avec des journalistes pour justement essayer les jeux en avance, pour éviter en fait d'avoir à attendre pour des files d'attente interminables pour jouer sur la Paris Games Week. Et du coup, on a eu l'occasion, grâce à Square Enix, d'essayer des jeux en avance, notamment le remake de FF7 et Avengers. Écoute, pour le remake d'FF7, en fait, on a eu droit exactement à la même chose que tous les autres journalistes ont eu à l'E3 et à la Gamescom. C'est-à-dire, en fait, le début du jeu, quand on se retrouve, si vous connaissez FF7, en fait, ça se passe, c'est au début du jeu, quand on va se battre contre le scorpion, comment il s'appelle exactement? Je l'ai plus en tête, le robot scorpion, du réacteur Mako. Voilà. Et du coup, on a pu un peu découvrir ce remake-là, qui est effectivement très impressionnant visuellement. C'est vraiment un vrai remake, et ils ont gardé le nom du jeu en tant que FF7 Remake et non pas FF7 tout court. Et donc c'est un nouvel aspect visuel, nouveau gameplay, également aussi des nouvelles lignes de dialogue qui n'existaient pas dans le jeu original. Enfin bref, on ressent un peu toute l'aura que FF7 a eu au cours de ces dernières années, et notamment dans le milieu du JRPG, et que les développeurs ils s'en sont mis à cœur joie sur non seulement visuellement mais au niveau de la mise en scène. Et je trouvais que ces démos, quoique un peu courtes, montraient vraiment les capacités du jeu, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner quand le jeu sortira. C'est vrai que c'était assez enthousiasmant de voir, et en même temps ça a divisé l'idée que le jeu soit un action RPG en temps réel, mais qui garde quand même certains éléments de tour par tour. Là, on voit finalement que le système ATB, il fonctionne. Il fonctionne très bien. Ils ont gardé tous les aspects du jeu original, c'est-à-dire la jauge ATB, les furies, les attaques spéciales, également les attaques, le nom des attaques originales des persos. Ils ont complètement retravaillé les movesets des persos, tout ça. Donc c'est vraiment, visuellement, encore une fois, j'étais sur le cul, quoi. Et vraiment, je demande que voir la suite. Après, le problème qui se pose, c'est il y a encore 2-3 soucis d'optimisation, peut-être le jeu qui ramait parfois, de visibilité, parce que évidemment avec une débauche d'effets visuels, au bout d'un moment on s'y perd un peu. Une caméra très près des personnages. Une caméra très proche des personnages, parce que j'avais effectivement soulevé ce point. Mais dans la proposition du jeu, on sait pas encore vraiment comment ça va s'organiser le jeu, c'est-à-dire est-ce que ça sera vraiment un jeu par épisode, comme on l'entend, c'est-à-dire on va séparer le jeu comme à l'époque avec plusieurs CD, où on va garder par chapitrage encore plus segmenté qu'à l'époque. On sait pas vraiment encore, mais en tout cas Square Enix a l'air de mettre le paquet sur le jeu, parce qu'ils savent que FF7 c'est
c'est un pinacle de la série et ils veulent en faire un événement fort pour l'année prochaine. Ouais. C'est vrai qu'on passe de 6 heures à 30 heures de jeu, 30-35 heures, il disait lors de la présentation. Un truc assez incroyable. Alexis, tu as pu y jouer aussi. La première chose que j'ai pensé après, c'est oula, la PS4 normale, est-ce qu'elle va vraiment faire tourner le jeu? À voir. Et je réponds à Titouan sur le chat qui me demande si le tour par tour ne nous manque pas. Alors il y aura aussi un mode tour par tour dans le jeu, mais bien sûr. On n'a pas pu le tester. Toi, tu as joué aussi, Cédric. On a joué ensemble. Oui, ça va. Mais non, ça ressemble beaucoup. Visuellement, ça ressemble beaucoup à FF15. Donc je sais pas si c'est le même moteur. C'est pas le même moteur, mais ça y ressemble quand même beaucoup. En fait, moi, j'ai un vrai problème avec cette licence de plus en plus qui est vraiment viciée pour moi de l'intérieur par une communauté de fans et globalement c'était sympa, mais tu as bien fait de le préciser parce que je t'aurais repris sur ça. Moi j'ai rien vu, enfin visuellement il y a tellement d'effets d'explosion et d'étincelles partout que quand je combattais je comprenais pas ce que je faisais en fait, et je trouve ça problématique. En revanche je trouve ça très intéressant d'avoir fait une espèce de faux tour par tour où en fait si on veut lancer un sort ou quoi il faut appuyer sur un bouton, ça crée un ralenti, ça ouvre une nouvelle arborescence de menu pour attaquer, et je trouve ça plutôt intéressant comme truc parce que j'ai pas trop vu ça dans d'autres jeux vidéo et je me dis ok, ça me le vend en tout cas le concept pour vouloir y jouer un peu. Après je trouvais quand même très rigide, donc c'est rigolo, c'est un action, mais tu peux pas trop sauter. Moi je voulais sauter par exemple qu'il y a des petites échelles, je voulais sauter directement d'un niveau et pas m'arrêter, prendre l'échelle. C'est comme d'habitude avec les japonais, surtout chez Square, ils sont vraiment adeptes de regardez c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel, mais en fait non, il y a quand même toujours des toute petite mécanique de jeu qui frustre un peu ta progression en tant que joueur, quoi. Après ça leur permet aussi de plus maîtriser leur game design ou leur level design en général, et je sais pas trop comment ils peuvent changer vraiment le game design du jeu en me faisant sauter l'échelle. Peut-être. Moi je veux juste voir sauter d'une échelle. Juste ça. Non mais tu veux tomber d'un niveau, c'est des super guerriers. Non mais t'as Cloud qui saute, il atterrit, la plateforme se fend, il fait oh non QTE, incroyable, voilà, fantastique. D'accord. Un jeu qui nous a un peu fait penser, disons visuellement, à d'autres très très gros mastodontes de la PS4, c'est Avengers. Tout simplement. Alors on a eu, disons, il y avait 2 démos. Il y avait une démo sur le salon qui était celle du pont, qui avait pu être jouable à l'E3, mais nous on a pu jouer à un autre segment du jeu, à un autre personnage, Kamala Khan, et on a pu en savoir un petit peu plus sur le véritable scénario de ce jeu. C'est ça en fait, j'étais vachement surpris en fait de me dire que les développeurs ont quand même eu la présence d'esprit et surtout l'audace de faire la communication en amont sur le jeu, sur les Avengers, mais nous on a eu directement on est rentré dans l'autre jeu en fait, où en fait on joue justement Kamala Khan. Et c'est là on rentre dans justement l'autre versant du jeu, c'est-à-dire que ce sera plus centré autour du combat en arène, et notamment sur la démo auquel on a eu accès. Là en fait c'était vraiment du combat en arène en mode training, et on a pu découvrir un peu tout le moveset du personnage, et c'était assez intéressant. Alors il manque encore quelques aspects pour rendre l'action plus fluide et plus compréhensible, notamment le lock au niveau de la caméra sur les ennemis. Voilà, par exemple. Mais ça bougeait bien. Il y avait un certain dynamisme, il y avait une certaine il y avait du choix dans les coups, il y avait divers power-ups qui étaient assez intéressants à utiliser. À voir. Après tout ce qu'on a eu, on a joué 15 minutes, 20 minutes, et c'était clairement du combat en arène avec des vagues d'ennemis, et c'était pas plus intéressant que ça. Malgré tout, je me demande comment ça va, comment le jeu va évoluer par la suite. Ouais. Qu'après, si on fait le point de la présentation qu'on a pu avoir de la part des développeurs de Crystal Dynamics, on a quand même eu une direction sur le jeu, c'est-à-dire que les personnages vont acquérir des nouveaux coups au fur et à mesure du scénario. Il y aura peut-être des zones un peu plus ouvertes avec un peu de l'exploration, mais en même temps une structure en mission. Le jeu a quand même, je pense, on n'a pas tout vu du jeu. Et après les développeurs, on peut avoir des surprises. Les développeurs, ça reste quand même Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, c'est ceux qui ont la licence Tomb Raider et qui nous ont pondu les remakes de la série. Donc ce sera quand même une structure en couloir avec quelques zones d'exploration, j'imagine. Mais ça, à mon avis, des dires développeurs, ça n'ira pas plus loin. Ça sera pas un monde ouvert. Ce sera pas quelque chose d'ultra. Ce sera pas Spider-Man. Ce sera pas Spider-Man, clairement.
clairement. On a fini un petit peu avec le stand Sony. On avait encore évidemment l'expérience VR avec Iron Man, Concrete Genie, Nioh 2, Predator. Peut-être un petit mot sur ces derniers jeux avant de passer à d'autres stands. Predator, moi j'y ai joué. Predator. Alors j'ai joué un Predator, c'est plutôt intéressant. En gros, tu fais des parties. Alors là, c'était 5, je me suis pas renseigné savoir si on pouvait faire plus de 5 pour dans une partie. Tu en as 4 qui contrôlent des humains en FPS classique, des soldats, vraiment le plus basique, dont le but c'est de survivre et d'atteindre un hélicoptère pour se barrer. Et un 5e joueur joue le Predator en 3e personne, lui il joue. Et son but c'est juste de tuer les humains, sachant que le Predator a beaucoup plus d'avantages et de facilité dans le jeu. Evolve, j'avais pensé. Bah ouais, mais j'espère un meilleur. Evolve est basé sur quelque chose, tu vois, sur Predator. Non mais oui, mais j'espère que le jeu sera plus réussi, aura une meilleure vie que... Bah moi je trouvais ça pas mal, j'avais juste un problème, c'est que globalement il y a 2 jauges pour le Predator, c'est la jauge de vie et une jauge qui sert un peu à tout le reste. Ça veut dire que dans le truc ils me disent voilà, vous pouvez devenir invisible, comme dans le film effectivement, c'est plutôt visuellement les effets sont bien rendus. Il y a un effet pour avoir les infrarouges et donc voir la chaleur humaine, il y a les tirs d'armes ou la griffe, mais par exemple vous activez, alors cette jauge baisse très doucement, mais vous activez l'invisibilité, le rayon X pour être vraiment en mode full furtif. Vous tirez 2 coups, la jauge se vide d'un coup, vous devenez visible, vous faites shooter. Donc c'est dommage que cette jauge en fait serve autant à l'énergie de ton gun que globalement j'ai compris que c'était la jauge de l'armure quoi, mais je pense que ça aurait mérité peut-être un peu plus parce que quand tu essayes d'être en infiltration, si tu rates ton coup, c'est fini, ton camouflage disparaît, tu te fais shooter donc... Peut-être un gage d'équilibrage aussi là-dessus. Peut-être, mais en tout cas c'était plutôt sympa, c'était très joli et le Predator se prenait bien en main. Enfin on glissait bien d'arbre en arbre, on pouvait sauter. Enfin vraiment je prenais un plaisir à jouer à cette partie-là en tout cas. Là on a parlé des jeux, mais justement on a parlé de FF7 qui est donc Square, on a parlé de Avengers qui est Square, des jeux Sony quelques-uns là dont on a parlé. À titre personnel j'ai quand même trouvé que c'est très léger. Pour Sony en tout cas, parce que y a rien en fait, vraiment Sony. Encore une fois, on parlait de calendrier tout à l'heure, c'est exactement ce problème-là. Tous les éditeurs un peu, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. On va avancer dans les éditeurs, on va pouvoir parler d'autres choses, mais globalement Sony, ils n'avaient rien à eux vraiment clairement à nous proposer. Un peu comme par exemple, un peu comme Microsoft, on avait Ori quand même, on avait pas mal de jeux, mais la même chose, ils étaient avec Ubi. Voilà, disons il y a eu pas mal de stands jumelés comme ça. Vu qu'on parle de Microsoft, on peut parler de la principale attraction. En tout cas en ce qui nous concerne de ce stand, à savoir un jeu qu'on attendait pour la fin de l'année mais qui a été reporté à l'année prochaine, Doom Eternal. Guillaume. Oui, Doom Eternal, en fait le jeu a été reporté pour le mois de mars 2020 il me semble, alors qu'il devait sortir en novembre. Alors les développeurs disent que effectivement c'est pour policher un peu le jeu, rajouter des fonctionnalités, tout ça, donc moi à la limite qu'il soit reporté pour rajouter des choses dans le jeu et surtout pour le policher, moi ça me pose pas de problème, d'autant plus que la démo m'a vachement surpris au niveau de son dynamisme. C'était comment dire, si vous avez joué à Doom 2016, c'est ça, mais en 10 fois plus bourrin en fait. C'est 10 fois plus rapide au niveau du temps de jeu. Il y a des power-ups qui nous permettent en fait d'être encore plus rapide, notamment le Strife, qui est qui est une nouvelle fonctionnalité du jeu qui permet encore de dynamiser le gameplay. Il y a également les nouvelles armes, le grappin. Enfin, tout est fait pour que en fait il y ait des explosions partout et que au bout d'un moment on s'y retrouve plus. Alors, ça qui est dingue avec chez ID Software, c'est que les gars arrivent à rendre le jeu encore plus dynamique, encore plus explosif visuellement, mais tout est visible. L'action est quand même assez visible. Je trouvais que sur la démo, le problème c'est qu'en fait on joue sur PC et le FOV était très étriqué. J'imagine que dans les options ça doit pouvoir être changé, mais visuellement ça tabasse. C'est le même moteur que c'est la DTEX 6, c'est le même moteur que le premier, mais voilà, j'aime bien ce qu'ils ont fait de Doom, c'est-à-dire que on se fiche de faire un scénario. On sait que le Doom Guy il est là pour buter du strum et on s'embarrasse pas avec des dynamiques du scénario. Et moi Doom Eternal, donc j'attends énormément. Cédric, t'as l'air un peu plus tempéré. Oui, alors moi je suis pas un fan de Doom, j'ai quasiment jamais joué, peut-être de mémoire le premier il y a longtemps, mais bon, c'est pas vraiment une licence que je connais ou sur laquelle j'attends, donc j'étais curieux d'y jouer. Et ça se prend bien en main. Je trouve qu'effectivement, tu rentres assez vite dans le personnage. Tu as joué au clavier ou souris? Non, moi j'étais à la manette. J'étais à la manette.
je suis joueur, non, je suis pas joueur PC moi. Très bien. Non, en fait, c'est comme Avengers, en fait, c'est des power-up en arène où on doit buter des gens. C'est le même jeu en fait. En fait, c'est que tu avances, tu butes en arène des persos, tu avances, tu butes en Ça, arène. c'est le principe de Doom, effectivement. Voilà, c'est ça. Et non, mais c'était sympathique, mais je trouvais que globalement, on me disait, t'as telle arme. Je fais ok, mais globalement, ils font à peu près toute la même chose. Et quoi que je fasse, je zigouille des monstres. Je suis pas d'accord. Bah, non, vous êtes pas d'accord, mais clairement, moi, j'ai fait avec le sniper, je tuais tous les mecs que je voulais. Je prenais le gunshot, je tuais tous les mecs que je voulais. Puis le laser, je tuais tous les mecs que je voulais. Il y avait pas forcément des personnages plus résistants à un truc qu'un autre. J'étais bon, bah, très bien, d'accord. C'est très bourrin, quoi. Effectivement, c'est Doom, c'est très bourrin, c'est rigolo. Je pense que c'est très rigolo dans le sens régressif, on s'amuse comme tu le dis. Complètement. Et donc je savais pas qu'il n'y avait pas de scénario, mais ça me semble être la bonne décision pour ce genre de jeu. Enfin, il y en a un, mais il sert un peu de prétexte. Oui, oui. Disons, le premier se finissait quand même sur un twist assez intéressant et qui vont sans doute exploiter dans le deuxième quand même. Mais voilà, mais après pourquoi pas, si on me passe le jeu, enfin mais j'attendrai pas dessus, mais pourquoi pas. Note aux éditeurs. Rendez-vous en mars. Ah non, c'était note à toi. À côté de Microsoft, on avait Bandai Namco quand même, avec pas mal de jeux pour le coup, pas mal d'exclusivités. Si je dis pas de bêtises, sur le salon, on avait Dragon Ball, on avait One Punch Man, on avait My Hero Academia, on avait pas mal de jeux. Est-ce que vous avez pu y jouer sinon je me lance. J'ai pas du tout eu l'occasion d'essayer les jeux de chez Namco Bandai, mais il me semble que toi t'as essayé Dragon Ball Kakarot. Tout à fait. Dragon Ball Kakarot. J'ai pas eu l'occasion, mais je suis très curieux d'avoir ton avis. Ouais. Alors Dragon Ball Kakarot, c'est assez incroyable parce que on a connu Budokai, on a connu Tenkaichi, on a connu l'héritage de Goku sur Game Boy Advance, on a connu Fighters. À chaque fois celui-là. Non, mais on a connu Fighters. C'est un des jeux de mes années collège, donc je suis obligé. Mais ouais, donc là c'est assez impressionnant parce qu'il y a eu pas mal de gens qui rouspétaient sur le fait que dans le Fighters de base, dans le Dragon Ball Fighters de base, on n'avait pas les musiques de la série. Pour le coup, elles sont là. L'idée, c'est vraiment de recréer les affrontements cultes de la série avec un moteur qui est une identité visuelle qui est typique des jeux Dragon Ball qu'on a récemment, c'est-à-dire du cel shading très propre, des effets spéciaux qui pètent dans tous les sens, on peut voler, on peut se balader, etc. En gros, tout ce que les gens n'ont pas eu dans Fighters, ils vont l'avoir dans ce jeu-là, c'est-à-dire des combats en arène en 3D, on va voler, on va pouvoir tourner autour de l'adversaire. Maintenant, là où je suis peut-être un petit peu plus réservé, c'est que ok, il y a vraiment de la patate, mais il y a tout un côté chiffré, gestion de ressources, qui peut être un peu léger parce que on a forcément une barre de vie, une barre de ki qu'on va charger en faisant ya, comme dans Dragon Ball quoi, pour ensuite envoyer des coups assignés aux gâchettes, etc. Et finalement, on se retrouve à taper sur un gros sac à PV avec des dégâts qui s'affichent à 5 chiffres. C'est un petit peu rébarbatif et comme il n'y a pas forcément plusieurs hauteurs de barre de ki, en tout cas dans la démo, on se retrouve à recharger, taper, recharger, taper, esquiver un peu. C'est un peu rébarbatif au bout d'un moment. Du coup, le fait que le ki se recharge très vite valorise pas forcément l'utilisation d'objets pour le recharger. Justement, alors gageons que dans la version finale qui sortira en janvier, tous ces aspects-là seront rééquilibrés et seront peut-être un petit peu plus polissés. Mais je comprendrais que ce jeu fonctionne dans la mesure où il apporte tout ce que les gens n'ont pas trouvé dans Fighters s'ils n'ont pas pris le train du versus fighting en route ou s'ils n'ont pas pris la version collector pour avoir tous les trucs fanservice dedans. C'est le jeu du fanservice qu'on aura au début de l'année prochaine. Et voilà, c'est un jeu 100% fanservice. C'est pour ça que j'ai vraiment name droppé tous les Dragon Ball qu'on a eu. Mais je pense que ce jeu qui a été nommé par Titouan dans le chat, qui est passé pareil avec Xenoverse quand même. Ouais, effectivement. Je pense qu'il va plus chercher vers un Xenoverse en mieux Je t'ai vu jouer vite fait, ça ressemblait plus à du Xenoverse pour le coup. Alors Xenoverse, c'est celui auquel j'ai le moins joué, mais c'est possible que ce soit du Xenoverse avec du PvE. Moi, ce qui m'énerve particulièrement dans cette licence, c'est que Namco Bandai et Bird Studio, qui doivent bosser dessus, j'imagine, ils nous ressortent toujours les mêmes arcs. C'est-à-dire que là, on va se retaper encore le combat contre Raditz, on va se retaper encore le combat avec Cell, avec Freezer, et on va toujours avoir, et c'est toujours le même cercle vicieux des jeux Dragon Ball, et au bout d'un moment, ça devient un peu. En même temps, tu veux créer des arcs, quand ils créent des arcs, c'est de la merde. C'est vrai. Non c'est vrai. Non mais enfin, à chaque fois que tu vois le jeu, t'as l'impression de rejouer au même jeu en fait continuellement. Mais alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ma grosse critique sur ce que tu me dis. C'est le monde a commencé il y a 3 ans, Karel, parce que tu me parles de Fighters et celui-là, mais ça fait 20 ans qu'on se tape des putains de jeux Dragon Ball. C'est toujours les mêmes choses. Je les ai tous mentionnés. Non, mais bien sûr, mais tu me fais alors celui-là il corrige le truc de Fighters, ça bon si on n'est pas.
Mais on s'en fout. Non, mais Enfin, c'est Dragon y a Ball. C'est Mafuba tous les ans, on se tape un jeu Dragon Ball. Tous les ans, c'est les mêmes genres de trucs de gestion. C'est bon, on le sait ils existent, quoi. Enfin, Il y a Mafuba c'est pas sur une critique à ce que tu dis, c'est une critique en général à cette licence de jeu. Ça tourne en boucle, quoi. On le sait, donc c'est très bien. Il y a Kakarot qui sort, vous l'achèterez parce que vous êtes fan. À l'année prochaine pour le prochain jeu. Allez. Et après, disons qu'il y avait d'autres jeux, effectivement, disons, c'est un petit peu le mot d'ordre de tout le stand de Bandai Namco cette année, c'est qu'on savait à quoi s'attendre. Alors oui, mais par exemple, tu vois, tu as parlé, il y a un jeu, j'y ai pas joué, mais Ouais. visuellement il était cool, c'était One Punch Man, où le concept du jeu, c'est que comme il y a un personnage qui est surpuissant et qui tue en un coup, lui tu ne peux pas le jouer, tu joues tous les autres personnages. Et il y a une espèce de compteur, t'as 100 ou 200 secondes avant qu'il arrive et qu'il te mette KO obligatoirement. Enfin, et tu peux quand même essayer de le battre. Enfin, il y a un truc un peu bizarre, ridicule, mais qui va dans la logique du manga et de l'anime. Donc j'étais un peu curieux de ce que ça pouvait te proposer en fait. Mais après c'est toujours très beau comme tu dis. Voilà, disons que c'est un marqueur visuel, c'est du cel shading, les héros du Jump, on connaît, My Hero Academia 2, de la suite naturelle du premier, qui marche dans ses pas et qui fait la même chose en corrigeant quelques éléments, notamment sur le plan visuel. Donc voilà, un peu more of the same, mais quelque part on est sûr de ce qu'on va trouver. Les jeux sont globalement quand même assez amusants à jouer, à défaut d'être hyper ambitieux. On peut parler, avant de refermer ce segment quand même un peu de Nintendo et d'Ubisoft. Nintendo, Alexis, je te vois très... Non, parce que dans le conducteur, bouillonner. t'as passé Nintendo, je me suis dit, mais quelle indignité. Ah non, mais Nintendo alors. Nintendo, la plupart des gens les avaient déjà vus par ailleurs, mais globalement, il y avait Pokémon qui était jouable pour le grand public, c'est l'arène O qu'on avait pu tester nous après le 3, on peut tester la Gigamax, ces nouvelles idées, avec petit puzzle pour arriver au boss, etc. Et c'est bien ou pas alors la Gigamax? Moi j'y ai pas joué, donc c'est une vraie question que je te pose. C'est un peu gadget. Le fait c'est que genre, ça remplit la même chose que la méga évolution avant. Oui, d'accord. En fait, Je te rends plus puissant pour une chose ou une autre. Le jeu sort bientôt. Il y a eu des leaks la semaine dernière. On commence à en savoir un petit peu plus sur le jeu, mais il était jouable. On aurait aimé peut-être avoir un autre segment, parce que celui-là, je pense que tout le monde y a joué. Chez Nintendo, en fait, c'était un peu ça. C'est qu'on a eu aussi Luigi's Mansion, qui était la même démo que celle qu'on a pu avoir tout le temps, sachant que le jeu est déjà sorti. Ring Fit Adventure, le jeu est déjà sorti, mais je sais plus qui disait ça, que c'était sympa visuellement de voir des gens faire du sport. C'était moi. Beaucoup de com, si tu veux en parler. Non, moi j'y ai pas joué, mais je suis de plus en plus attiré par le jeu parce que j'entends de plus en plus de reviews qui disent que mine de rien, Nintendo a réussi de nouveau le pari, un peu comme avec Wii Fit, de faire un truc qui te fait faire de l'exercice et avec une histoire, ou en tout cas avec un truc visuellement. J'ai le jeu, donc je peux te dire que tu peux y aller. Effectivement, c'est la science de la gamification chez Nintendo. Mais ça marche très bien. Tu vois, il faut presser le truc et tout. Mais ce que je disais, c'est que Nintendo, ils sont à l'entrée du salon. Quand t'arrives, c'est eux que tu vois en premier, et ils ont stratégiquement mis ce jeu-là devant. Donc quand t'arrives, tu vois des mecs en train de faire quelque chose visuellement, c'est un peu plus vendeur que des gars posés avec une manette qui regardent un écran. Là tu te disais waouh putain, ils sont en train de faire un truc, ils bougent, ils sautent. Donc ça donnait un peu envie d'y aller, quoi. Mais globalement le stand Nintendo c'était quand même un peu un point d'étape avant Noël. Non mais tout à fait. Tout à fait, et ça va plus globalement, c'est au-delà de simplement la Paris Games Week, c'est que là, le catalogue Nintendo, c'est un peu inquiétant quand même sur ce qui arrive, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Gageons qu'un Nintendo Direct. Voilà, mais c'est un autre débat. Luigi's Mansion est très honorable. Luigi's Mansion est très bien, il y avait, mais en fait, il joue encore à Smash Bros, oui, Mario Kart. Forcément. Bon. Ouais. Mais c'est des sellers qui vont durer encore, et Nintendo, ils ont l'habitude de faire ça, du coup. Ça pose la question justement de pourquoi on se convient à la Paris Games Week. Mais avant de passer justement aux questions plus transversales de la deuxième moitié du débat, impossible de ne pas faire un petit arrêt chez Ubisoft. Peut-être un peu une année creuse pour Ubisoft finalement, mais est-ce que c'est pas une décision courageuse aussi? En fait c'est assez particulier. Un petit rappel des faits. Ouais, alors il se trouve que Ubisoft a rendu public en fait son bilan annuel au niveau de ses rentrées d'argent, et il se trouve que il y a eu d'énormes problèmes de ce côté-là, et qui a justement conduit au report de certains de leurs gros titres. Contre-performance de Breakpoint par exemple. Contre-performance de leur jeu de fin d'année, The Division en ligne de mire, et en fait tous les jeux Tom Clancy de chez Ubisoft, et du coup ça a forcé Ubisoft à reporter leurs gros titres en milieu de l'année prochaine. Je pense notamment à Watch Dogs, à Rainbow Six et le jeu à la Zelda Breath of the Wild, Gods and Monsters. Voilà, qui faisait partie de leurs gros titres, et du coup forcément le stand d'Ubisoft à la Paris Games Week était un petit peu amputé de ces jeux-là, en tout cas en présentation. Peut-être il y avait une présentation de Watch Dogs 2 qu'ils avaient organisé en fait un theater avec un gameplay du jeu en français. Mais au-delà de ça, le stand d'Ubisoft était surtout composé de jeux de
petites expériences. Je pense notamment au jeu de roller Champions, Voilà. qui était mis en avant, qui était leur jeu en tout cas, entre guillemets e-sport. Il y avait du Brawlhalla juste derrière. Il y avait également forcément qui était jouable le Ghost Recon parce que quand même on a envie de faire jouer les gens dessus. Qu'est-ce qu'il y avait chez Ubisoft aussi Breakpoint, Breakpoint oui, en fait. tout Il y avait une simplement. grande scène avec forcément du Just Dance, mais sinon après chez Ubisoft c'était... On a eu quand même une annonce, 2 ou 3 annonces, un petit report du développement de Beyond Good and Evil en milieu de salon, Oui. le soir du 31 octobre. Bon, ça on s'y attendait. Voilà, Ouais. on s'y attendait avec un petit Pardon, concert. c'est reporté? Non, on n'a un pas de date, petit donc comment est-ce qu'il rapport, peut être- putain. un petit point Comment est-ce que d'étape, tu veux qu'il soit reporté? On ne connaît pas la date. un de petit sortie. point d'étape C'est pas, justement. justement, ça va Mais- encore plus Mais fait mal. justement, est-ce que c'est pas, disons, à l'image de la stratégie d'Ubisoft et peut-être à l'image un peu de cette édition-là aussi, c'est une année de transition. On sait que les nouvelles consoles vont arriver l'année prochaine. Du coup, on préfère reculer pour mieux sauter. Et, voilà, pas trop en montrer cette année pour garder des cartouches l'année prochaine. De toute façon, c'est un changement de stratégie global. Je prends Beyond Good and Evil, qui n'était pas forcément mise en avant dans la communication de. Pas plus en tout cas les gros AAA qu'ils avaient, notamment chez Tom Clancy. Et là, ils sont en train de se poser la question ouais, mais si on veut faire du Ubisoft comme on a toujours fait, peut-être que mettre ce genre de jeu plus en avant, ça pourrait changer un peu notre stratégie globale. Après, Tom Clancy, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a eu trop de Tom Clancy, trop de jeux AAA guerriers chez Ubisoft, et c'est ça qui les a coulés, en tout cas pour cette fin d'année, quoi. Un peu amorti en tout cas, parce qu'on retrouve pas le même phénomène qu'avec Assassin's Creed à un moment où il a fallu peut-être une année creuse dans Assassin's Creed pour repartir Et derrière. de nouveau, c'est le cas, parce qu'il n'y a pas d'Assassin's Creed cette année. Voilà, En et plus. on en aura l'année prochaine, donc du coup peut-être 3 gros jeux Ubisoft plus un Assassin's Creed. ça Probablement pourrait- sortie de PS5. Voilà. Enfin, on va pas faire nos Voilà, meilleurs, mais- probablement une belle année 2020 pour Ubisoft quand même. Mais c'est intéressant parce que ça permet de faire une transition vers la suite. C'est que c'est effectivement une année de transition. Et pour la plupart des stands, maintenant qu'on a un peu fait le tour des principaux, je trouve que c'était des stands où tu faisais de l'événementiel, de l'entertainment, beaucoup plus que tester des jeux qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'activités. Je pense chez Sony, par exemple, cet après-midi, là, il y avait Ken Bogart qui donnait des leçons de Street Fighter V. Il y avait Bruce Granek qui donnait des leçons de FIFA. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y avait beaucoup de stands, notamment de constructeurs PC, où il y avait des tournois Fortnite, PUBG, FIFA. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des éditeurs qui n'étaient pas là, mais qui étaient finalement les plus présents du salon. Je pense à Epic et Electronic Arts. Clairement. Et donc en fait, le salon, si on peut peut-être aller vers ça, c'est vraiment un salon où tu y vas pour de l'événementiel plus que pour aller tester en exclusivité, avoir des infos sur des jeux, sur que sera ton année de gaming 2020. Parce que si tu veux savoir ça, tu regardes les Nintendo Direct, etc. Mais tu vas pas à la Paris Games Week. Alors quand tu es SP, mais je pense quand tu es généraliste, que tu viens avec tes enfants, tu y viens pour faire ton marché de Noël, comme disait Karel. C'est tout l'enjeu de la deuxième partie du débat où on questionnera du coup la vocation et peut-être l'évolution du rassemblement. Est-ce que c'est un salon 100% consumer ou est-ce qu'il y a peut-être un peu de potentiel salon d'annonce ou salon de B2B. Ce sera tout l'enjeu de cette deuxième partie. On se retrouve après une petite pause musicale. On va s'écouter Maria Takeuchi et Parapaz the Rapper, Plastic Romantic Love. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail du BD Pixel, avec une pause musicale qui a cassé le chat, j'ai l'impression. On salue Mafuba qui nous rejoint avec un petit peu de retard, et Prof Isekai aussi, et Shueisha64. Pas mal de gens sur le chat qui nous disaient, oui, effectivement, qu'il y a pas mal de hype sur Pokémon, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais en même temps, on va en parler dans les semaines qui viennent, donc autant garder ce temps pour plus tard. Effectivement, Kick, Punch, Rider Kick, Rider Punch, oui, on vous aime, pas de problème. Bon, je propose qu'on reprenne directement nos discussions sur la Paris Games Week, mais avant, sachez qu'on a rencontré Julie Chalmette, présidente du CEL, qui donc dirige l'organisation de la Paris Games Week, et on a pu revenir avec elle sur la genèse, l'évolution et les perspectives de l'événement, et je propose qu'on regarde ça tout de suite. Julie Chalmette, bonjour. Bonjour Karel. Comment est née la Paris Games Week ? Alors c'est une aventure collective qui a démarré en 2010. C'est un salon qui a été créé par le CEL qui regroupe tous les éditeurs de jeux vidéo en France. Donc au départ c'était une petite aventure. On pensait que le succès serait au rendez-vous, mais bon, quand on crée un salon, voilà, on ne sait jamais trop exactement comment ça va se passer. Et puis dès la première édition, le public était au rendez-vous avec les jeux. Et puis progressivement, en fait, le salon a grandi. Aujourd'hui, il y a énormément d'exposants qui sont là et on réunit vraiment tout l'écosystème du jeu vidéo. Et le but pour nous, c'est vraiment de montrer à la fois la richesse et la diversité du jeu vidéo. Quel bilan tirez-vous de l'évolution du salon ? En fait, notre salon suit les évolutions du jeu vidéo.
Donc par exemple, si on regarde l'e-sport, il a toujours été présent au sein de la Paris Games Week, vu qu'il était là dès le départ en 2010. Mais l'e-sport était contenu dans 220 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est un hall entier, c'est plus de 24 000 mètres carrés qui sont dédiés en fait à l'e-sport. Donc on essaye vraiment de coller aux tendances et de montrer ce qu'est le jeu vidéo d'aujourd'hui et ce que sera le jeu vidéo de demain. Le salon a-t-il vocation à donner un instantané de l'industrie ou joue-t-il un rôle moteur sur cette dernière ? Je pense qu'il a un rôle moteur dans la structuration du marché parce qu'effectivement, c'est toujours facile de se concentrer sur les aspects les plus évidents du jeu vidéo, les blockbusters. Là, on rentre dans la fin d'année, il se passe beaucoup de choses sur le marché à cette période-là de l'année. Et l'enjeu, effectivement, c'est aussi de s'abolir de ces moments clés du marché et de montrer de montrer quelque chose de plus large et de plus dense, de plus riche que la simple actualité à l'instant T. Quels axes de développement avez-vous identifiés pour la suite ? Alors l'année prochaine, on fêtera les 10 ans de la Paris Games Week. Ça va aussi coïncider avec la sortie des nouvelles consoles. Donc ce sera une édition qui, je pense, sera exceptionnelle. Après, notre marché va être soumis il y a des nouveaux entrants qui vont venir, les manières de jouer sont en train d'évoluer. Et ce qui est important pour nous, c'est de continuer à ce que le salon soit à la fois une grande fête où tout le monde vient participer, et puis effectivement d'amener des nouveaux publics, joueurs ou non joueurs, même s'ils sont de moins en moins nombreux, les non-joueurs. Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées, s'est rendue sur place cette année. C'est un signal fort pour l'accessibilité dans le jeu vidéo ? Absolument, je pense que le jeu vidéo, c'est un formidable domaine de liberté, notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc on a ici un stand qui s'appelle Jouer comme vous êtes, qui réunit un ensemble d'associations qui œuvrent pour que le jeu vidéo soit accessible à tous, inclusif, et quel que soit le handicap qu'on a, on puisse aller jouer avec d'autres personnes. Donc ça, c'est extrêmement important. Quelle place comptez-vous donner à la recherche ? Alors la recherche est très présente cette année. On avait l'année dernière fait quelque chose à titre expérimental, mais en tout cas on a fait ça avec la BNF. Cette année, on a densifié notre programme autour de la recherche, notamment en créant des accréditations pour les chercheurs, parce qu'ici c'est vraiment un formidable territoire de recherche. Et on a un cycle de conférences qui aura lieu le 1er novembre avec la BNF autour du jeu vidéo. Donc ça va être extrêmement intéressant. Enfin, que peut-on vous souhaiter pour l'année prochaine ? 10 ans, c'était 10 ans, j'ai 10 ans. Julie Chalmette, merci beaucoup. Merci à vous. Comment faire vos déclarations d'impôts avec une voix off incroyable ? Non, donc faut se calmer, Cédric. Donc on remercie évidemment Julie Chalmette pour avoir répondu à toutes nos questions. L'interview sera disponible dans son intégralité dans la foulée de la publication du replay de ce numéro. Du coup, j'aimerais qu'on revienne à ce que tu disais avant la pause musicale, justement. Voilà, quelle est la finalité de la Paris Games Week maintenant ? Est-ce que c'est un salon 100% consumer ? Est-ce que où le salon peut-il aller ? Je pense que Cédric aura plus de choses à dire là-dessus que moi, lui qui a fait aussi les deux salons. Je pense que c'est intéressant d'avoir une perspective sur les deux. Rapidement, à mon sens, j'ai remarqué quand même que tous les goodies, toutes les choses dont on parlait pour la Comic Con, là ils sont genre tout au fond. Là, ils sont tous dans un coin, tout au fond. Ils n'embêtent pas trop les stands de jeux, et il y a aussi énormément une partie PC qui est assez importante. Dernier point pour moi que je voulais souligner, c'est que si tu viens à la Paris Games Week pour rencontrer ton streamer préféré, parce que voilà, il y a Dwaby qui joue à Fortnite là cet après-midi, il y avait les personnes qu'on a mentionné avant de FIFA et autres, donc tu peux chercher beaucoup de choses à la Paris Games Week, mais pas forcément pour... Je reste convaincu qu'il n'y a pas forcément pour jouer en fait. Cédric ? Je pense tout d'abord que... Non, je vais pas pouvoir tenir ta magnifique voix trop longtemps. Non, je suis assez d'accord avec Alexis. Je reconnais que par rapport à d'autres salons, ils ont la bonne idée de pas mettre trop de stands, de goodies, de bouffe parsemés partout. C'est plutôt mis dans un coin. Je pense que c'est compliqué. C'est un salon, le but... Non mais c'est une question compliquée. C'est un salon, le but c'est de faire venir des gens. Tu peux pas faire venir 10 personnes, il faut que ça soit rentable. Donc si tu veux que ça soit rentable, il faut faire des choses un peu grosses. Parler un maximum de monde. Il faut faire du Pokémon, il faut faire du Avengers, il faut faire du FF7. Ça me semble normal et légitime. L'avantage qu'ils ont pour eux, c'est que c'est tellement grand, t'as l'impression d'être à l'E3. Je pense que tu fais partie du grand public, tu vois les images sur les sites de jeux vidéo avec des gros stands, des trucs comme ça. Et Kojima.
Ouais, non, voilà. Enfin, Kojima, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de c'est vrai Kojima. qu'Hideo Kojima est venu avec Yoshi Shinkawa. Enfin, quand tu y vas, je pense que t'es un enfant ou même un jeune ado. Enfin, tu deviens fou, quoi. C'est vraiment un énorme truc. C'est vraiment Noël avant l'heure pour le coup. C'est pensé comme un super clocher de Noël, mais surtout c'est pensé contrairement à d'autres salons plus où tu vas faire de la découverte ou centré autour du jeu. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu un salon qui va se centrer autour de l'événementiel. Je pense notamment au nombre de scènes en fait par éditeur. Ubisoft, Microsoft, Sony avait une énorme scène en plein milieu du salon, donc tu pouvais pas la rater. Et il y avait des masses de gens qui s'annonçaient pour récupérer des goodies ou pour pouvoir voir. Je pensais à Kojima tout à l'heure, mais je pense aussi également à toutes les scènes des constructeurs PC où eux ils avaient carrément aussi tous des grandes scènes en fait avec des showman, des showrunners on va dire, des gens qui viennent pour faire de l'animation ou pour balancer du goodies dans la foule. En vrai la Paris Games Week c'est surtout ça, c'est-à-dire que c'est de l'événementiel à outrance et c'est surtout un lieu où tu vas où tu viens c'est pensé pour un lieu où tu viens pour t'amuser et faire venir les gens sur scène aussi par exemple, tu vois, ça c'est une grande c'est un des grands atouts de la Paris Games Week, c'est que bah tu peux faire venir les gens sur scène, participer avec eux, jouer avec ces gens-là. Et c'est pas forcément quelque chose que tu vas voir beaucoup dans d'autres salons. Ça, c'est très français de faire de l'événementiel autour du jeu vidéo. Et la Paris Games Week est là pour le montrer. Ouais. Mais justement, on a vu quand même cette année pas mal on était à la conférence de presse tous les deux, pas mal de mise en avant d'acteurs institutionnels, comme par exemple jouer comme vous êtes, l'idée qu'on va promouvoir l'accessibilité dans le jeu vidéo. On a carrément Sophie Cluzel, secrétaire d'État, je vais pas le rappeler, qui s'est déplacée justement pour voilà, manifester en tout cas l'engagement de l'événement sur ces thématiques-là. On a eu également l'Africa Corner qui visait à mettre en avant le jeu vidéo africain à la hauteur des éditeurs et pas dans un hall séparé justement. On a vu également les jeux vidéo indépendants qui est descendu aussi avec les éditeurs, ou Manning Games aussi qui est à proximité de tout ça. Est-ce qu'on n'est pas à une édition charnière où avant on évoquait des thématiques qui relevaient de l'écosystème du jeu vidéo et maintenant on va essayer davantage les intégrer à la dynamique du salon? Ouais, enfin, tu vois, tu parles des jeux vidéo indépendants, c'est vrai qu'ils étaient à côté de Sony, mais ils étaient, si tu regardes, imaginons que le salon était un carré, ils étaient dans un coin. Ils n'étaient pas central. À côté de l'escalier qui te permet quand même d'accéder aux éditeurs quand tu viens d'un hall. Ouais, peut-être, mais c'est pas le truc que tu vois. Enfin, c'est ça le truc. C'est vrai, ils sont là. C'est vrai, il y a un effort, il y a une volonté de se dire, on n'est pas là que pour le pognon. Mais ce qu'il en ressort, c'est quand même que ce que tu vois surtout, c'est les gros éditeurs qui font leur présentation de jeux en mode vraiment c'est de la grosse com. Donc c'est là qu'arrive pas la problématique, mais la dissonance. Merci. La dissonance entre le message donné, l'image renvoyée et ce que tu ressens réellement en tant que public en fait. C'est en tant que public, tu te dis bon bah j'y vais. Globalement, t'en ressors, il y a tellement de monde que t'as eu le temps de tester 3 jeux. Tu vas pas aller tester les petits jeux indés, tu vas essayer d'aller quand même vers des gros jeux que tu veux faire. Et Avengers, 2h30 de queue tout à l'heure. Voilà. Donc t'as pas le temps de tout voir. Ouais. Donc c'est pas ta priorité, on va dire, d'aller sur les petits jeux indés, sauf si t'es vraiment dans le game et que tu veux voir un peu ce que font les autres. Bon, mais Alexis. Ah, Guillaume non, mais je rebondis un peu sur ce que tu disais. En vrai, oui, alors je suis d'accord, effectivement, quand tu vas à la Paris Games Week, c'est aussi pour jouer aux jeux que tu vas potentiellement acheter dans l'année. Donc ça, forcément, le côté supermarché, il est forcément là, l'événementiel également. Mais je trouve quand même intéressant la démarche du CEL de se dire que on va quand même mettre en avant des petits acteurs à côté des gros. Ah mais bien sûr. Et ça, clairement. Et ça, c'est une nouveauté cette année, c'est-à-dire que par exemple le stand Made in France, qui était composé de plein d'indépendants, mais aussi des gros jeux français. Je pense notamment à Vampire, à Dontnod qui était présent avec donc les gros éditeurs français. Le stand Made in France qui était composé de plein de jeux était quand même juste à côté des gros éditeurs, notamment chez Sony. En face de FF7. Et voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des autres éditions où ils étaient un petit peu reclus dans. Mais je dis pas le contraire, je dis juste que bien c'est sûr. pas mis en avant dans le sens que tu vois, tu me parles de Vampire et Dontnod, j'étais même pas au courant qu'ils étaient là. Hein. Oui, non, bien sûr. C'est quand même un bloc jeu vidéo. Fermé, il faut entrer pour voir voilà. le jeu. Mais bah il ouais, faut mais pas, du coup, tu vois, rien que ça, le fait que ça soit fermé, c'est dommage. Moi, Dontnod, c'est quand même un des gros acteurs français du jeu vidéo. Moi, je ferais une bannière en grand où je les mettrais leur perso en avant juste pour. Bah non, mais. Tu pourrais travailler partout, toi, hein, chez Square Enix, Cell. Après, c'est des éditeurs qui n'ont pas forcément les moyens des gros éditeurs comme Sony ou Microsoft où ils pourront pouvoir balancer. C'est pas le Cell là qui a fait ça. Des grandes scènes. Bah, il me semble que le stand Made in France. Si, le stand Made in France, c'est le Cell qui l'a. Bah, c'est ça que je dis, c'est le Cell qui, selon moi, aurait dû mettre en avant des personnages, des licences, un truc chatoyant. Il devrait s'inspirer en tout cas des gros éditeurs pour en tout cas créer de l'événementiel
l'événementiel et donc Exactement. rentrer plus spécifiquement dans ce qu'est la Paris Games Week. Et justement, ça fait 4 ans donc, que le salon fait 80 000 m², donc à ces 3 halls à Porte de Versailles. Ça fait donc 4 ans qu'ils sont autour de 300-310 000 personnes qui viennent. Et on sent qu'il y a quand même une évolution, une consolidation sur ce qu'ils font. Il y a 4 ans, quand on y allait, c'était, excusez-moi l'expression, c'était un peu la foire à la saucisse avec les stands où ça lançait des goodies. Là, encore une fois, les stands où ça lance des goodies, ils sont dans un coin. C'est un peu tous ensemble. Mais ma question, c'est maintenant, la Paris Games Week, est-ce qu'elle peut faire plus que ça ou est-ce qu'elle s'était trouvé son rythme de croisière? Par exemple, il y a 2 ans et il y a 4 ans, Sony tenait une conférence. Il y a 2 ans, en 2017, ils ont quand même annoncé Ghost of Tsushima. Bon, on n'a toujours pas vu la couleur, mais c'était quand même un moment dans l'année vidéoludique. Il y avait la Paris Games Week où ça a été annoncé. Ça permettait aussi de mettre un marqueur en disant la saison, c'est un peu comme au tennis, quoi, avec l'US Open qui clôt la saison. Sûr. Là, la Paris Games Week ferme la saison, mais aujourd'hui, plus vraiment, puisque médiatiquement, tout le monde aura vu la Paris Games Week parce qu'il y a eu Kojima. Et finalement, il n'y a rien eu d'annoncé, parce qu'on a vu le trailer, mais c'était pas la peine de le faire à la Paris Games Week. Sinon, à quoi ça sert plus globalement, au-delà de la France? Est-ce que le salon pourrait s'internationaliser, premièrement? C'est des questions que je n'ai pas réussi à répondre. Est-ce qu'il pourrait s'internationaliser et quelle pourrait vraiment être sa raison d'être un peu plus globalement, largement que Porte de Versailles, quoi? C'est un peu ça la dichotomie, vraiment le paradoxe, on va dire, de la Paris Games Week, c'est que ça se veut un salon d'envergure internationale, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes, en tout cas, avec une influence assez exceptionnelle quand même, parce que ça reste un des top 5 salons en termes d'influence mondiale, mais en même temps, quand l'année dernière ils ont voulu créer ce côté salon d'annonce autour du jeu vidéo, cette année on l'a pas du tout senti. Et on a l'impression, en fait, bon, après il y a des problématiques de calendrier comme on parlait la dernière fois, mais c'est pas forcément le truc qui a été mis en avant cette année, et c'est dommage parce que du coup ça rend l'événement de la Paris Games Week beaucoup moins important internationalement parlant en termes d'ampleur, et c'est ce qui pouvait faire la différence. Après voilà, calendrier, mois de novembre, on arrive toujours au même endroit, quoi. Peut-être que l'année prochaine, la Paris Games Week sera juste avant la sortie des nouvelles consoles, peut-être qu'on aura des dates de sortie sur l'année 2020. Voilà, peut-être des confirmations de jeux de lancement, des choses comme ça. Voilà. Ça pourrait être le moment de le faire. C'est ce qui manque à la Paris Games Week à titre personnel. Il manque une étape encore, il manque quelque chose. C'est pas la Gamescom, c'est pas le 3. D'ailleurs, le 3 n'est plus. Mais il manque aussi ce côté B2B, forcément, avec des éditeurs et des gens de l'industrie qui vont se rencontrer. Alors, il y a ça, mais en très petite échelle. On a vu certains. En général, tous les grands de l'industrie, en tout cas en France et même en Europe, se rencontrent à la Paris Games Week, mais c'était pas un salon encore qui est pensé de ce côté-là, contrairement à la Gamescom. Exactement. Où là, t'as beaucoup d'acteurs de l'industrie qui se rencontrent pour faire du business. La Paris Games Week, c'est pas vraiment ça encore. Mais est-ce que justement, la petite parenthèse, mais est-ce que c'est pas aussi l'un des enjeux de la présence de la recherche aussi, c'est-à-dire dans la mesure où des studios comme Ubisoft justement font énormément appel au milieu de la recherche en France pour construire leurs univers et pour s'assurer la vraisemblance dans Assassin's Creed. On parle aux historiens, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un levier pour l'événement qui demande à être exploité, quoi? C'est ça qui est intéressant du côté, en tout cas, du côté français de l'événement, c'est-à-dire qu'en fait, on a le CEL en fait crée ce genre d'initiative pour rendre le salon plus en tout cas plus alerte sur ce genre de questions, et le fait que la recherche soit mise en avant avec des chercheurs qui soient directement intégrés au salon dans l'ADN du salon, même si c'est pas forcément visible par les yeux de tous, et c'est ça le problème. Malgré tout, l'intention est là, et peut-être que les années prochaines seront plus centrées sur ce genre de choses, et peut-être même avec des annonces et créer de l'événementiel autour de ce genre de choses. C'est pas encore le cas, les initiatives sont là, mais on peut souhaiter que ça, en tout cas pour l'avenir du salon. Ouais, mais comme tu le dis, le problème pour moi, je m'arrêterai là, mais ça reste quand même un salon, excusez-moi l'expression, mais à Kikou, vous y allez, mais non, mais c'est vrai, on le sait tous que c'est pour ça. On parle de trucs qui sont très intéressants sur l'accessibilité, la recherche, c'est pas ce qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est Pokémon, Final Fantasy, Kojima, c'est vous voulez un sac, c'est de l'entertainment et de l'événementiel de fond. Ce qui permet aux jeux vidéo de vivre. Mais je dis pas que c'est une mauvaise chose, l'entertainment, je dis pas ça du tout. Je dis juste que c'est pas ce que dit Guillaume, c'est super intéressant, mais c'est pas ce qui est mis en avant par le salon. Moi, le grand public, tu demandes à Jean-Marie et ses enfants, c'est pas ce qu'ils ont vu. Après, Julien Chaise, il est allé sur le salon du CEA pour faire sa dédicace et ses photos samedi. CEA, c'est le centre et l'énergie atomique. Il est allé là et pas chez un éditeur. Donc on pense ce qu'on veut du personnage. Je veux dire, quelqu'un d'une personnalité, des centaines de milliers de followers. Il était sur ce petit stand-là qui est dans l'autre hall. Mais il n'est pas le salon. Tu vois, c'est une très bonne démarche de sa part, mais c'est pas le salon. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit le salon qui a eu cette idée-là. Voilà, c'est encore l'événementiel et surtout l'e-sport, parce que ça prend énormément au niveau du salon. Et on avait un autre hall qui était centré autour de ça.
les compétitions, le stand Twitch, voilà. Alors l'e-sport, on pourrait y consacrer une demi-heure, mais malheureusement, il va falloir s'arrêter. S'il fallait retenir un jeu auquel vous avez joué sur le salon. Un seul. Ah merde, parce que j'adore Death Stranding, mais j'y ai pas joué. Alors, bah, voilà, un jeu, une sensation. Death Stranding alors. Death Stranding, ok. Moi je dirais quand même FF7 Remake parce que je suis assez intéressé par la proposition du jeu et j'ai très hâte de voir où est-ce qu'ils sont allés avec. Alexis? Moi aussi, parce que j'ai pas joué à beaucoup d'autres jeux. Moi je dirais Eastward qui était jouable, le nouveau jeu de Chucklefish qui était jouable sur le stand Nintendo. Voilà, peut-être l'hybride inespéré entre Last of Us et Mother. Donc ça promet beaucoup de beaux moments. En tout cas, du pixel art incroyable sur un écran de Switch, c'est superbe. Donc voilà, hâte de pouvoir jouer au jeu complet. Il devrait sortir au début de l'année prochaine. Voilà. Merci à vous pour ce bon débat consacré au Comic-Con en premier lieu. On embrasse Océane évidemment et également dans un deuxième moment vous trois pour la Paris Games Week. On va accueillir Elisa tout de suite pour le quiz musical de cette semaine. Quiz musical donc. Cette semaine, la thématique en France, on a Paris. À Paris, il y a la Paris Games Week, mais il y a aussi pas mal de cafés, de restos, de terrasses, de choses comme ça. Je sais pas où tu vas là. Voilà, tu ne sais pas du tout où je vais. Évidemment, voilà, le suspense va s'arrêter tout de suite. C'est un quiz hommage au Kawaii Café qui vient de fermer ses portes temporairement hier soir. Café parisien. Voilà, donc on est encore dans le thème de Paris, n'est-ce pas? Voilà, je la stretch beaucoup celle-là. Donc le quiz s'intitule Illico Resto. Donc 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Équipe rouge d'un côté avec Elisa qui serre les dents. Comment ça va, Elisa? Ça va. Consternée encore par Par tes jeux de mots. Toujours. Ça fait 3 ans, j'en peux plus. Elisa et Alexis, équipe rouge. Guillaume et Cédric, équipe bleue. 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Balancier, vous connaissez. Je ne vais pas rappeler les règles à chaque fois. C'est parti pour le premier morceau. Alors, PJ là. Oui. Donc Cédric, pardon. Alors là, c'est un jeu Nintendo 64. Alors c'est un espace, un bar assez cosy dans une ville centrale avec des petits spotlights. On boit pas de l'alcool. Animal Crossing? Non, ce n'est pas Animal Crossing. Équipe rouge, on y boit du lait. Ah, c'est équipe rouge. 5, Non. 4, on vous donne la main. 3. Ok, équipe bleue. Ocarina of Time. Ah non, c'est l'autre. Bah, c'est Majora's Mask. C'est Majora's Mask. Bravo Alexis. Bravo Alexis. Donc effectivement, c'est le Milk Bar. Je n'ai qu'un crédit. D'ailleurs, PJ, c'est un masque donc que tu m'y mets. Oui, tu faisais comme ça. D'accord. Voilà, c'est évidemment le Milk Bar de Bourg-Clocher. mais là, il faut que tu caches. Parce que sinon, il faut. Ah oui, d'accord. S'il vous plaît, c'est On avait pas caché c'est le Milk Bar de Bourg-Clocher, donc composé par Koji Kondo dans The Legend of Zelda Majora's Mask, jeu sorti sur 64 en 2001. Bah, tu vois, je suis raccord, moi je pensais à du Mario dans ma tête, mais comme c'est Kondo qui faisait les musiques aussi Et à oui. l'époque, Voilà. ça va. Un petit lieu qui jure parce qu'il y a des spotlights et on n'a jamais vu de spotlights dans l'univers de Zelda, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc 1-0 pour l'équipe rouge, deuxième morceau. Bayonetta. Il l'a eu. Il l'avait aussi, hein. Il l'a saisi au bon. Faut pas lever la main, faut vraiment donner le nom. Je suis désolé Guillaume. Donc en plus c'était Team Sega là. Aïe aïe aïe. Mais le personnage est allé à Nintendo au final, donc c'est Alexis qui a le point. Donc Bayonetta évidemment. The Gates of Hell, le thème du bar où on va customiser un petit peu son personnage. Composé par Hiroshi Yamaguchi. Des jeux développés par Platinum Games, sorti en 2009. Et oui, déjà 10 ans. Oui, le temps file. 2-0 pour Bayonetta 3. À quand Bayonetta 3? Peut-être. Quand leur seule licence qui marche. Gageons que Non, le marche pas, Nintendo justement. Direct du mois de janvier saura nous surprendre. Donc 2-0 pour l'équipe rouge. Rien n'est joué. C'est parti pour le troisième morceau. Nous sommes sur PC Oh bah c'est bon. et PS4 et Switch. Ah. C'est un visual novel où on joue
On est derrière le bar. Ah, On confectionne des cocktails. c'est pas The Red String Club. Ce n'est pas The Red Strings Club, c'est l'autre. C'est dans un contexte cyberpunk bartender action, le sous-titre du jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc C'est très japonais du coup. on enquête, on résout des petites intrigues comme ça en discutant avec des gens. On peut choisir de doser leur cocktail un petit peu différemment pour leur soutirer des Pour informations. moi, ça c'est The Red String Club. Mais Ce n'est pas The Red String Club, il est sorti avant. C'est un jeu de Sukeban Games. Vous ne l'avez pas. Ça désigne, le nom du jeu désigne une sorte de paradis. La suite du jeu devrait sortir l'année prochaine. Le chat là. Bah, c'est très bien, il y a que des geeks sur le chat. Qu'est-ce que je te dise? Alors, c'est le paradis des Vikings. Waouh. Valhalla. Valhalla, bravo. d'accord. Valhalla, bah oui, bien sûr, Valhalla. Ah, j'ai cru que le titre c'était le paradis. Ah non, le titre c'est Valhalla tout simplement. Valhalla, Mais ça peut être un très bon nom de jeu. VA-11 All A, donc Valhalla, tout simplement. Jeu de Sukeban Games sorti en 2016 sur PC et un petit peu plus tard sur PS4 et Switch. Alors question, ils l'ont eu tout de suite le chat? Genre dès les premières notes ils ont fait oh c'est Valhalla? Ou est-ce que c'est à force que tu donnes des Ouais, indices? c'est le clair, chat, ouais. non, le En chat premier, l'a eu assez vite. Et Shueisha déplore que je n'ai pas fait Earthbound et donc il n'y aura pas le thème du café du jeu. Et évidemment, il n'y aura pas le thème du café du jeu de Earthbound. J'y ai pensé, mais je me suis dit, on n'est pas assez nombreux à l'avoir fait ce jeu. Bah, bravo le chat. Donc j'allais pas le mettre. Et puis surtout, ça faisait un petit peu trop de Nintendo quand même. Donc j'allais un petit peu bouleverser la formule. Quatrième morceau, on change d'ambiance. Oh merde. Oh là là. Oh putain. Du ska et de la restauration. Non mais c'est oh putain, c'est il y a 3 saisons. Oui, une par point d'exclamation. Working, bravo. Donc c'est le. Parce que c'est, tu sais ce que C'est un sinon, je animé, ne c'est un connais rien depuis animé le début sur de tu suis des serveurs et cuisiniers d'un family café. D'accord. Voilà. Voilà. Donc en gros, Donc c'est de la slice of life pure jus japonaise. Ouais, c'est de l'animé, de l'animé humoristique slash comédie romantique dans un contexte de la Traduction, restauration. Ça cartonne à fond. Ouais, ça cartonne vraiment très très bien. Il y a eu 3 saisons. mignonnes. En gros, oui, c'est ça. c'est- T'as c'est des, pour ça. t'as des, Donc, t'as des voilà. beaux mecs en cuisine qui fument. Alors, pas quand ils cuisinent. Ah, quoi que je me Ouais, rappelle mais plus. Bref. dans l'arrière-cour, C'est- quand ils sortent les poubelles. c'est ça Exactement. Non, mais c'est tous les clichés que tu aimes de ce genre de truc. Et c'est très mignon et très frais. C'est très très frais. Et, petite reco au passage parce que c'est vraiment très sympa. C'est vrai que c'est très sympa. Je sais pas si c'est licencié chez nous d'ailleurs. Là, Non, comme mais ça, Isekai je nous le saurais dira. pas dire. Voilà. Prof Isekai, je t'invoque. Voilà, il est sur le chat, il va nous le dire. Deux partout. Oh là 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 là. Incroyable. La tension est à son comble. Un jeu vidéo, c'est foutu. Ce cinquième va vous surprendre. Dans ma dans ma cuisine. Tom et Nana. Oui. C'est Bravo. celle que j'aurais pu trouver. On le laisse. Oh. Bravo, bravo. Ah, c'est le deuxième générique, c'est quand ils ont refait les voix en plus. Ouais, tout à fait. Ça va barder. Ah, peut-être pas, non. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Si, non, c'est pas les voix originales, ça. C'est pas les voix quand j'étais petit. Non, ça s'était refait. Ah ouais? Ah, il y a eu un deuxième doublage. Dans le connais, premier en tout cas. doublage, Yvonne, donc la maman, chante faux. Au début, donc c'est à ça qu'on reconnaît. Effectivement, donc c'est le générique de Tom Tom et Nana. Voilà, vous savez bravo qu'on était Cédric. nerds de Tom Tom et Nana maintenant, mais pas de Valhalla. Donc, j'ai oublié de le dire pour le point précédent. Effectivement, c'était Working, l'opening Someone Else chanté par Popura Taneshima, Mahiru Inami et Yachiyo Todoroki. Et là, le générique de Tom Tom et Nana, je n'ai pas de compositeur malheureusement. Donc, on va juste dire que c'est Tom Tom et Nana. Voilà, et que c'est très bien. Lisez, j'aime lire, c'est très cool. Donc, c'est sur un score de 3-2 pour l'équipe bleue. Si on m'avait dit que je gagnerais sur Tom et Nana. J'allais dire, si j'avais su que j'allais gagner sur ça. Bah, t'as perdu Bayonetta, tu gagnes sur Tom Tom et Nana. Moi, je dis. Échange Voilà. équivalent. En niveau street. Masque. Niveau street cred, c'est pas mal. Je t'ai volé 2 points quand même. Je suis Voilà, honnête. c'est donc sur ce score-là que se termine le quiz musical de cette semaine. C'est l'heure de recommandation, les amis. En avez-vous? Oui.
Alexis. Je vais vous recommander un film qui est sorti sur Netflix vendredi. Ah, tu me grilles la priorité. C'est The King, donc le fameux film avec Timothée Chalamet, qui est l'histoire de Henri V, de son accession au pouvoir jusqu'à la bataille d'Azincourt, la fameuse, fameuse pour nous. Le film est assez intéressant, c'est une espèce d'odyssée shakespearienne, très très bien filmée, les musiques sont magnifiques. Je recommande à tout le monde de le voir. Il y a des petits soucis parfois, je trouve, de longueur, de tempo et de casting, notamment pour Robert Pattinson qui joue le dauphin français. Donc c'est assez bizarre de voir un anglophone parler anglais avec un accent français alors que Timothée Chalamet de l'autre côté parle parfaitement français. Bref, il y a des scènes qui sont un peu longues, mais c'est assez intéressant aussi dans la vision que ça donne de l'époque, puisque très rapidement on voit que ça va pas être des chevaliers en armure qui sont tous très, très forts et preux et valeureux, puisque c'est assez cru, il y a des scènes assez violentes, notamment la bataille d'Azincourt, qui a un plan où on suit Timothée Chalamet pendant plus d'une minute, qui est très intéressant, donc je vous le recommande. C'est un bon film. Si vous avez Netflix, honnêtement il n'y a pas de raison de ne pas le regarder. En attendant, The Irishman probablement. Très très bien, j'ai beaucoup d'attentes autour de ce film, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je regrette de ne pas avoir pu le recommander cette semaine parce que j'ai pas eu le temps tout simplement avec la Paris Games Week, donc merci d'avoir été présent. Guillaume, eh bien ceux qui me connaissent savent que je suis un grand amateur de métal et je vais un peu bousculer mes habitudes parce que je vais pas forcément parler d'un... J'aurais jamais cru. Eh oui, tu aurais jamais cru. Justement, le circonstance, je vais vous parler du dernier album de Baby Metal, donc Metal Galaxy, qui est sorti en octobre et qui est tout simplement extraordinaire. Pourquoi ? Parce que en fait je trouve que le groupe a pris encore du galon dans le sens où y a forcément les icônes derrière, mais il y a également les chanteuses qu'on connaît bien, et cet album il est génial parce qu'en fait il va reprendre à peu près toutes les, comme l'album s'appelle Metal Galaxy, et du coup il va reprendre un peu tous les styles de métal que l'on connaît bien, plus rajouter des choses, et notamment des featuring. Je pense par exemple au chanteur de Sabaton qui apparaît dans un des morceaux, et vraiment c'est un excellent album. Si vous aimez pas trop le métal, mais que vous aimez quand même un peu l'ambiance japonaise, un peu des séries animées, tout ça machin, Baby Metal c'est vraiment fait pour vous, et cet album il est vraiment super, je vous conseille de l'écouter. Bébé Charlie avec une double pédale. C'est exactement ça, ouais. Très bien. Cédric. Alors oui, j'en ai deux. Il y en a un que je vais recommander. Tu veux le recommander peut-être, Elisa, ou pas du tout? Vas-y. Très bien. Si, Elisa. Non, parce qu'on en a parlé un peu en avant. On l'a vu ensemble. On l'a vu tous les deux. C'est Zombieland 2, Retour à Zombieland Double Tap, que j'ai vu il y a 2 jours et que j'ai agréablement bien aimé, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de pas très bon 10 ans après le premier, qui pour moi est un film un peu culte de zombies, assez intelligemment écrit dans sa manière. Là je peux juste surprocher que je trouve l'histoire un peu prétexte, et donc c'est plus un lot de scénettes et d'aventures qui aurait pu être un concept de série plus qu'autre chose, mais à part ça les dialogues sont toujours magnifiquement bien écrits, et je suis très content de retrouver les personnages, dont surtout Woody Harrelson et Jesse Eisenberg dans les rôles de Tallahassee et Columbus. Et ma deuxième reco, je l'ai amené en plateau, c'est Monsieur Bobine. James Cameron, Histoire de la science-fiction d'AMC, un excellent livre que je vous recommande, que j'ai commencé à lire. C'est l'adaptation en livre de la série télé d'AMC sortie il y a maintenant 2 ans, où c'est en gros AMC qui a demandé à James Cameron, ça te dirait de parler de science-fiction? Il a dit ok, mais j'en parle pas seul, j'en parle avec mes copains. Donc en fait c'est James Cameron dans la série télé qui interview George Lucas, Steven Spielberg, Christopher Nolan, Guillermo del Toro. Il va voir Schwarzenegger et il se questionne sur qu'est-ce que la science-fiction, qu'est-ce qu'elle nous a apporté, qu'est-ce qu'elle peut encore nous apporter. Excellent. Et donc le livre c'est une compilation d'interviews qui font à peu près 50 pages chacun, donc de Guillermo del Toro, George Lucas, Christopher Nolan, Schwarzenegger, Ridley Scott, Steven Spielberg. Donc juste que Ridley Scott, papa de Alien 1, et Cameron, papa de Alien 2, se parlent, ils sont très copains sur leurs différences du film. Schwarzenegger sur sa relation, mine de rien, à la SF, Spielberg et Lucas qui l'ont amené à un nouveau genre. Enfin c'est juste incroyable. Et il y a une interview de Cameron lui-même par un de ses collaborateurs qui a coécrit le livre. Donc voilà, c'est super livre sorti chez Manabooks, et je recommande. C'est pas chiant, c'est vraiment que des interviews avec plein de dessins et de croquis de Cameron sur ses travaux préparatoires. Voilà. Et on pouvait l'acheter à la Paris Games Week, j'imagine. Sûrement, mais je l'ai pas acheté là-bas. Parce que Manabooks était présent, c'est pour ça. Ah bah oui, alors, ils étaient sur Persona 5, c'est pour ça que tu le dis. Oui, forcément, quand t'as un gros Persona 5 sur le stand, forcément que j'y pense un petit peu. Je me suis retenu de le mettre dans le quiz, t'as remarqué, parce que tu passes ton temps dans un café, mine de rien. Eh oui. Elisa, outre Zombieland 2, avais-tu une petite recommandation? Non, mais je vous recommande de ne pas regarder les bandes annonces de jeux vidéo. Oui, parce que pour Death Stranding, c'est un peu compliqué. Voilà, du coup, je n'ai pas regardé. On sait pas toujours, c'est ce que je dis à tout le monde. On sait pas si c'est spoiler, comment on peut le savoir? Les journalistes qui ont fait le jeu. Ah.
les gens qui ont fait le jeu nous ont dit que c'était vraiment pas sympa ce trailer. Ah d'accord. Ne les regardez pas, ça spoil. En ce qui me concerne, j'aurais 2 recommandations. Je vais être assez rapide sur la première. Marvel Ultimate Alliance 3, le meilleur jeu à bière de l'année. Ah, tu l'as J'ai pu y rejouer. Très curieux. Voilà, j'ai pu y rejouer et trouver un petit peu plus de profondeur au gameplay parce qu'on n'avait pas pu jouer très longtemps en juin. Non, je suis vraiment heureux de voir un jeu comme ça aussi fédérateur, aussi sympa. Ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir y jouer. Voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment un jeu qui fait plaisir. On rappelle, c'est un jeu de baston en arène où on va voir les personnages de l'univers Marvel. No-brainer, on tape, on remplit une barre de super, on tape encore plus, on défonce tout, il y a des effets visuels dans tous les sens. Il y a plein de héros. Et c'est peut-être une autre direction que peut prendre Marvel en jeu vidéo, qu'on n'est pas obligé de suivre les films, mais qu'on peut vraiment aller au fond de l'univers cartoonesque et de cette dimension-là pour proposer des jeux fondamentalement amusants, même si du coup ils sont pas aussi ambitieux que le projet Avengers, qui séduira sans doute un autre public. Juste le projet Avengers, il suit pas les films. Non. Non, mais c'est quand même bien le préciser parce qu'il y a il y a tout un shitstorm sur la gueule des acteurs et mais c'est pas basé sur les acteurs. C'est vraiment comme la licence Spider-Man, c'est réaliste, mais c'est des nouvelles histoires. C'est proche dans le style quand même, c'est un peu confusant sur ce Ouais, mais comme Spider-Man. Ça reprend des canons visuels mais c'est comme Spider-Man par les films. J'imagine que le jeu Spider-Man a pu servir de réceptacle pour des idées. Mais si, a pu servir de réceptacle pour des idées qui n'ont pas été retenues pour les films, notamment Amazing Spider-Man 3, par exemple. J'allais te le prêter, sinon. Non, mais c'est bon, je l'ai fait, moi. Non, mais ma deuxième recommandation, c'est Shaman King, manga de Hiroyuki Takei, qui a été annoncé cette semaine par Kana. Ils vont le rééditer dans une nouvelle édition avec les planches refaites, du coup, par l'auteur. Une fin différente, qui sera donc la véritable fin du manga cette fois-ci. Un manga qui a été pas mal, je dirais, malmené lors de sa parution. Du fait que il n'avait pas forcément le succès qu'il méritait à l'époque et finalement le manga l'auteur a pu revenir dessus, proposer des chapitres supplémentaires, reformuler certains éléments de l'intrigue et cette version définitive du manga sortira en janvier chez nous, à partir du mois de janvier si je dis pas de bêtises, chez Kana, donc ça fait vraiment plaisir de revoir ce manga. Moi je serais content de le racheter une deuxième fois, je vais le dire, et c'est mine de rien un shonen qui a pas mal de défauts mais qui a énormément de personnalité, notamment son style de dessin qui est assez atypique et c'est peut-être finalement, on le disait en off avant l'émission sur le Discord, la véritable partie 9 de Jojo, c'est dit. Damien, j'espère que tu es content. C'est tout pour ce numéro, on espère que ça vous a plu, comme le dit l'adage. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de cet épisode 106 d'Hyperlink, on espère que ça vous a plu les amis, je ne vous fais pas l'affront de vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver. Chez moi. Ok, d'accord. Vous pouvez me retrouver sur ce siège la semaine prochaine. Tout à fait, pour une émission consacrée Parce que, non mais ce week-end et le week-end passé, il n'y avait pas que la Paris Games Week, Comic-Con, il y avait également la BlizzCon. Tout à fait. Notre reporter tout-terrain Chloé est en Californie, Anaheim, pour justement suivre ça. Donc on vous prépare une émission sur la BlizzCon, mais sur Blizzard en général. On reviendra sur les origines du studio, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette année, on va débriefer la BlizzCon avec notre reporter et on communiquera sur ça dans la semaine. Très très bien, ravi de te retrouver à ma place la semaine prochaine. Moi je vais pouvoir me reposer un tout petit peu du coup, pour vous revenir en pleine forme dans 2 semaines. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur Twitch @hyperlink_RVL, également sur Twitter, à nous rejoindre sur Twitter et à vous abonner sur Twitch pour nous soutenir. Ça demande de l'énergie et du temps pour créer toutes ces émissions et votre soutien est plus que bienvenu. Évidemment retrouvez-nous du coup, comme le rappelle Profisekai sur le chat, sur Discord pour prolonger toutes les discussions qu'on a en plateau. On s'organise également des petites sessions de visionnage de films quand il y en a qui sont dispo sur Netflix ou sur Crunchyroll, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se dit à la semaine prochaine, Alexis. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. 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 À la prochaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.